Bonjour tout le monde et bienvenue sur Légende. Aujourd'hui, notre invité, c'est Michel Drucker. C'est 60 ans de carrière à la télévision. Est-ce que tu as eu des fans too much, qui étaient trop? J'en ai une, et donc elle est arrivée chez moi, elle a sonné, elle était nue. Quoi? En position de lotus avec une guitare et un joint. Puis un jour, elle m'a sauté dessus, elle m'a serré très très fort les parties génitales. J'ai fait un geste brutal, je lui ai cassé ses lunettes. Bah. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Légende. Aujourd'hui, notre invité, c'est Michel Drucker. Je suis très heureux de le recevoir sur Légende. Ça fait longtemps qu'on voulait faire l'émission, depuis qu'on s'était rencontrés lors d'une couverture d'un magazine du Figaro TV Mag. On avait eu l'occasion de se rencontrer là et il va nous raconter sa vie. Michel a accepté de nous raconter tout son parcours. Il m'a dit, tu peux me poser toutes les questions que tu veux. Vous allez voir, il y a beaucoup d'anecdotes que vous ne connaissiez pas sur Michel. Notre partenaire sur cette vidéo, c'est Icarsoft. Alors chez Icarsoft, c'est des outils que vous allez pouvoir trouver pour permettre de vous faire directement vous-même des diagnostics automobiles sur des voitures, sur des motos, sur des poids lourds aussi. Il y a plus de 60 marques qui sont compatibles. Vous pourrez voir directement dans le lien dans la description si votre véhicule est compatible. Vous allez recevoir en moins de 48 heures et en livraison gratuite une tablette qui s'appelle une valise de diagnostic que vous allez pouvoir directement brancher vous-même à votre véhicule. Et grâce à cette valise de diagnostic, vous allez pouvoir comme ça voir si les kilomètres ont été trafiqués. C'est important quand on achète un véhicule d'occasion. Vous allez pouvoir aussi éliminer certains bugs. Parfois, il y a des voyants, par exemple, qui s'allument. Vous allez pouvoir résoudre certaines pannes. Donc tout ça, vous allez voir, il y a des valises à partir de 59 €. Donc je vous mettrai directement le lien si vous voulez chercher et commander votre valise directement de diagnostic dans la description. Et cette valise de diagnostic, vous allez voir, elle est facile à transporter puisqu'elle peut rentrer directement dans la boîte à gants de votre véhicule. Donc c'est très pratique. Ça fait économiser en moyenne 120 € par rapport à aller chez un garagiste. Voilà, c'est ce qu'ils ont estimé sur le site. Je vous mettrai un code. Vous aurez une promo supplémentaire avec le code Légende, donc comme notre média LEGEND. Si vous voulez mettre le code promo directement dedans, vous avez tout dans la description. Et maintenant, c'est parti. On va commencer cette interview que je suis très heureux de faire aujourd'hui. C'est Michel Drucker qui est notre invité. Juste avant de commencer l'émission, abonnez-vous en 2 secondes sur notre chaîne YouTube et vous pouvez nous écouter en podcast audio si vous le découvrez aujourd'hui sur les plateformes de podcast audio classiques, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Podcast. On est premier podcast de France sur les 4 plateformes. Donc merci beaucoup pour tout ça, d'être si nombreux à arriver chaque semaine. Et vous pouvez mettre 5 étoiles dessus, ça nous aide vachement quand vous nous écoutez. Si vous êtes sur la route, c'est très pratique. Au lieu d'écouter la radio, vous pouvez nous écouter directement en podcast. Ou si vous faites du sport, si vous êtes nombreux à courir, donc bon courage à vous. Le footing va être long aujourd'hui, puisque Michel Drucker, on a plein d'anecdotes à raconter aujourd'hui sur Légende. C'est parti. Michel Drucker, animateur de Légende, face à Guillaume Play, autre animateur de Légende. C'est gentil, bienvenue Michel. Je suis très content de te recevoir, ça me fait très plaisir de t'avoir ici. On se tutoie dans la vie, donc on se tutoie sur le plateau, t'es d'accord? On fait pas semblant. On s'est rencontrés il y a quelques temps avec Michel lors d'une couverture pour le Figaro TV Magazine. Avec Paris derrière nous. Avec Paris derrière nous. Et voilà, ils nous ont proposé de faire la couverture. Enfin, ils m'ont proposé d'être avec toi plutôt. Et j'étais très fier déjà de te rencontrer. Et depuis le temps, on s'était dit qu'on ferait une émission tous les deux. Alors, tu es le record du nombre de fiches de cette émission, sache-le. Il y a 53 fiches, donc c'est-à-dire que c'est beaucoup plus que d'habitude. Presque plus qu'Ardisson. Beaucoup plus qu'Ardisson. On savait même plus. En fait, on a dû faire une sélection sur les anecdotes exceptionnelles de ta vie. Et tu m'as dit, tu peux me poser toutes les questions. On y va, on prend le temps. Je vais raconter mon parcours, etc. Juste, bon, là, on est dans un studio qui est la taille de ta loge, je pense à peu près. Non, c'est très bien ça. Au contraire, il y a un côté confidentiel, intime. On a l'impression que personne ne nous écoutera. Toi, tu n'es plus du tout stressé à avoir une émission là? Si, toujours. C'est vrai? Oui. Mais je pense à notre rencontre depuis déjà très longtemps. Depuis que je sais que je dois être reçu par Légende, je gamberge. Non, mais tu rigoles. Non, c'est vrai, tu as toujours un petit truc quand tu te fais interviewer? Toujours. Intéressant. Toujours. Et c'est pour ça que quand on me dit, mais comment vous avez fait pour être encore là après tant d'années, etc. Et bon, alors, vous devez être maintenant détendu, vous avez encore l'angoisse? J'ai toujours l'angoisse, bien sûr. Et tout le monde l'a. Et tout le monde ment. Tout le monde... Ah ouais, tu crois? Tout le monde, bien sûr. T'as vu des artistes qui arrivaient, qui n'étaient pas du tout stressés de passer à la télé, qui étaient complètement... Oui, ils ont disparu très vite. Non, tout le monde. Charles Aznavour était angoissé, alors qu'il chantait depuis 70 ans. Surtout à la fin, il avait peur de la voix, le son, etc. Johnny, très angoissé. Toujours à la fin? Oh là là. Moi, j'ai accompagné Johnny dans les coulisses, l'accompagné jusqu'à l'intro de sa première chanson. Il était très inquiet. Et il m'avait dit un jour, je suis inquiet parce que t'as des gens qui ont économisé pendant longtemps
pour venir me voir. Ils viennent écouter ma voix, car je suis aussi une voix pour eux. La moindre fausse note, c'est une angoisse. Le cas là, c'était comme ça. Incroyable. Mais il faut. C'est bon signe. Oui, il faut avoir le stress, mais que ce soit un bon. C'est ce que je dis toujours, il y a le bon et le mauvais cholestérol. Il y a le bon stress. C'est-à-dire, au fil des années, ça se transforme en hyper-concentration. Mais avant d'entrer sur le plateau de Vivement Dimanche, Nelly, maquilleuse, sait que je suis comme ça, tout mon entourage également. Et pourtant, j'ai l'habitude. Mais il faut être bon. En fait, plus on dure, et moins on accepte d'être moins bien. C'est fou. Nelly, donc ta maquilleuse qu'on embrasse, ça fait plus de 50 ans que tu travailles avec elle. Nelly Pierdet, oui, elle est en régie, elle est venue me regarder tout à l'heure pour voir si je ressemblais à quelque chose. et elle, oui, depuis près de 60 ans. Elle a été la dernière maquilleuse de François Mitterrand, interviewée par El Kabbach, dans le studio Bunker sous l'Élysée, oui, où il était très chancelant. Hein. Incroyable. Non, mais c'est très rassurant. Et puis en plus, c'est intéressant parce que quand on fait la télévision depuis très longtemps, on s'aperçoit que si on veut savoir qui est qui, on interroge les maquilleuses. Ou les preneurs de son. Pour savoir un peu comment ils se comportent, etc. Les seuls qui savent exactement qui sont les vrais artistes, souvent mieux que nous, c'est l'habilleuse, c'est la maquilleuse, c'est le coiffeur, c'est le technicien du son, etc. Parce que quand on se fait maquiller ou lorsqu'on se prépare, on ne se rend pas compte. Alors on parle, mais ça tourne. Et c'est pour ça que eux, ils savent ceux qui ont la grosse tête, ceux qui sont des faux gentils, ceux qui se la pètent, ceux qui sont modestes, ceux qui sont simples, ceux qui sont humbles, ceux qui sont inquiets, ceux qui sont timides. Et c'est intéressant parce que souvent je les interroge. Quand je dis, oh là là, j'ai rencontré quelqu'un. Et on me dit, c'est pas ce que tu penses. Ah bon, d'accord. Ah, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'on est mauvais juge. On est mauvais juste parce qu'on a un rapport. Tout le monde est sympa avec toi quand il y a une oui, c'est ça. Tant que je peux leur être utile. mais il ne faut pas se tromper. Réussir, c'est durer, tu disais dans une interview. Ah oui. Ça, j'en suis sûr. Réussir dans le sens où tout le monde peut réussir de manière un peu éphémère, mais rester longtemps. Non, mais réussir dans la durée partout. Alors, moi, ma fierté, c'est d'avoir réussi ma famille. Puisque je suis un vieux marié, 52, 53 ans. C'est le livre des records dans nos métiers. Hein. Incroyable. C'est en général tous ceux qui sont dans ce métier maintenant ont déjà divorcé, famille recomposée, décomposée, recomposée. Non, la durée, bien sûr. C'est Aznavour qui me disait, on a duré parce qu'on a été plus concentré que les autres. Je crois que c'est l'inquiétude qui fait durer. C'est la peur de l'échec. Et quand on a fait quelque chose dans ce métier, et qu'on a réussi déjà un petit parcours, on voudrait que ça dure parce que la passion ne fatigue pas. Et puis c'est une drogue. Ce métier ? Ah oui, c'est la drogue dure des gens de télé, comme la politique est la drogue dure des politiques. C'est une addiction. Pourquoi c'est une drogue ? Qu'est-ce que l'amour des gens, c'est ça ? Oui, parce que quand on croise tous les jours dans la rue depuis 50 ans, et moi un peu plus, on vous aime bien, salut Michel, ça va mieux, alors ça va mieux votre cœur. Après tes problèmes de santé, oui. Enfin, je veux dire que c'est une histoire d'amour quand même. C'est Barbara. La plus belle histoire d'amour, c'est vous, elle a tout résumé. C'est le public. Moi, j'ai beaucoup de copains qui sont tombés du train, qui ont eu mal à remonter, en tout cas, ils sont... Dans le métier, tu veux dire ? Oui, dans le métier, ils sont tombés du TGV, mais ils ne sont pas remontés dans le TGV, ils sont remontés dans un train régional ou dans le métro. Et donc, et ça, c'est très cruel, car on a peur que ça ne dure pas, parce que la passion, c'est quotidien, c'est tous les jours. Mais cela dit, la durée, c'est une vraie gamberge. Et pour durer, dans nos métiers, il faut l'amour du public, le respect du métier, et le respect, voire l'admiration de ses patrons. Ça fait beaucoup, hein. Ça fait beaucoup. On va reprendre ta vie, c'est le principe de l'émission, c'est de comprendre les choix, le parcours, pourquoi tu es parti là, etc. Juste avant, tu parlais de Charles Aznavour. Est-ce qu'il t'a juste donné une phrase qui t'a marqué, oui. Charles Aznavour, avant de commencer ? Charles, il me disait, il faut toujours être aussi inquiet quand ça marche que quand ça marche pas. Donc, on dort d'un œil. Bon sondage, attention.
puisque le sondage est important maintenant pour tout le monde. Mais voilà, il sait que tout ce qui monte descend, quoi. Voilà, exactement. Mais il faut être inquiet. Quand ça marche, il faut avoir le succès modeste, parce que ça peut ne pas durer. Toi, tu es né à Vire, dans le Calvados, Oui, 14, en Basse-Normandie. le 12 septembre 1942. Oui, grande année. Hein. Grande année, tu as 83 ans Oui. Cette année. Donc, tes parents sont d'origine slave, alors de l'Est. Oui. L'Empire austro-hongrois. Ma maman était viennoise, mais c'est une partie de l'Europe dont les frontières ont changé souvent, hein, entre deux guerres. Donc papa, lui, était de Bukovine, qui est maintenant appartient à la Roumanie et qui est maintenant ukrainienne. Donc je viens de très loin. Donc je suis quelqu'un d'inquiet comme tous les gens de l'Est. Voilà. Ton père était médecin, ta maman infirmière. Oui. Et donc dans ce milieu-là, tu disais dans une interview, tu as dit mes parents n'étaient pas des gens calmes. Non. C'est dans quel sens tu dis ça? Parce que papa était un peu caractériel, un peu nerveux, mais compte tenu de son passé il avait été en captivité à Compiègne, à Drancy, dans des villes... Ils étaient juifs? Oui. Donc ils ont été emmenés à Drancy, qui était un camp voilà. C'était de tri, en fait, c'était oui, un camp... il était médecin, et comme il parlait allemand, et yiddish, mais surtout allemand, et ma mère aussi, viennoise, c'était plus facile. Puis ils avaient besoin, les nazis avaient besoin de médecins. Et puis ils avaient peur de la maladie, ils avaient peur des microbes. Donc mon père n'était pas quelqu'un de calme, il était rentré de captivité un peu déglingué. Il était très bon médecin, mauvais père, mauvais mari, mais très grand médecin. Sa passion, c'était ses malades. Donc il n'avait pas beaucoup le temps de nous voir, mais il était très exigeant, comme tous les gens qui viennent de loin et qui veulent que les enfants fassent mieux qu'eux. Donc il voulait que... On était trois. Que mon frère Jean, qui plus tard a créé M6, était patron d'RTL, il avait fait l'ENA. Tu as deux frères? J'ai deux frères. Jean qui n'est plus là, qui est le père de Marie Drucker, qui est mort dans des conditions effrayantes il y a plus de 20 ans, et qui avait créé M6. Alors lui, il a fait l'ENA, moi j'ai fait l'INA. et mon frère Jacques, qui est le papa de Léa Drucker, qui est objectivement une grande actrice, une grande comédienne. Il est médecin, professeur de santé publique. Et qui a créé le vaccin contre l'hépatite B. Oui, absolument. Vous avez fait 3 carrières incroyables. Voilà, il a fait partie de l'équipe de Tours qui a inventé le vaccin contre l'hépatite B. Et puis moi au milieu, qui n'a rien inventé du tout, qui a inventé l'inquiétude. Est-ce qu'il y a un rapport entre l'éducation que tu as eue et le succès que vous avez eu les 3 frères? Parce que vous avez eu un succès quand même tous les 3. Est-ce qu'il y a un rapport avec une éducation un peu sévère? Non. Avec le recul, tu vois. Parce que mon père voulait... il voulait qu'on fasse mieux que lui. C'est toujours ça, les parents veulent toujours que leurs enfants fassent mieux qu'eux. Et il voulait qu'il y ait un sous-préfet, un ministre, un prix Nobel, un grand virtuose du piano et du violon. Et j'ai entendu parler toute mon enfance, et c'est pour ça que j'ai souvent pris en grippe des grandes écoles. J'ai toujours entendu parler HEC, ESSEC, Cagnes, Hippocagne, Sciences Po. La réussite pour ton père, c'était ça. L'école d'administration, qui était la voie royale pour lui. Et puis finalement, j'ai pris ça un peu en grippe, mais je le regrette aujourd'hui. Je le regrette parce que je n'ai pas fait d'études et ça me manque beaucoup. Quoi. Ah bon? Mais oui, parce que je me répète souvent, mais entre l'âge de 10 ou 12 ans jusqu'à 18 ans, à l'âge où on rentre dans la vie et qu'on a déjà en partie terminé ses études, c'est un vide total. Donc j'ai un vide complet et je rame beaucoup pour rattraper mon manque de culture. Alors je donne le change parce que je reçois beaucoup de gens différents à l'antenne, que ce soit des politiques, des écrivains, des chanteurs, des auteurs, des compositeurs. Il n'empêche que, je me suis posé la question même, mais je rentrais à la télé, si j'allais pas m'arrêter et reprendre mes études pour être médecin. Ah wow. Oui. Et puis c'était beaucoup trop tard. Mais mon père disait toujours, quand il allait à l'hôpital le dimanche visiter ses malades et qu'il voyait ma tête en couverture d'un magazine de télévision, il disait, voyez docteur, votre fils... Il me soigne à sa manière, c'est mon compagnon du dimanche. Et c'est là où mon père a eu une phrase formidable que j'ai reprise un peu partout, que c'était devenu un médecin des âmes. Mais mes parents ont découvert à la fin de leur vie que ce que je faisais n'était pas simple. Parce qu'à une époque, ma mère me demandait quand même « Qu'est-ce que tu fais dans la semaine ?» Parce que je faisais. Tu ne comprenais pas trop ton métier? Non, c'est-à-dire que mon père, ma mère adorait le grand échiquier. C'est toujours, t'as vu Chancel, le grand échiquier, il est Pavarotti, je te rends compte ce qu'il a.
Yehudi Menuhin, enfin, c'est extraordinaire. Et toi, t'as qui? Ben, Hervé Villard et Mireille Mathieu. Voilà. Donc, ma mère avait un côté un petit peu méprisant à l'égard des gens populaires. Et puis, elle a finalement découvert que c'est pas facile d'être populaire. Toi, t'es très gros bosseur. T'es un très gros bosseur. Ah oui. À côté, ouais, tu travailles beaucoup. Ouais, j'ai besoin de travailler beaucoup pour que ça ne se voit pas. Pour gommer le travail, il faut travailler beaucoup. Il faut que je travaille beaucoup, que je réfléchisse beaucoup, que je répète beaucoup dans ma tête, et pour avoir cette sécurité. C'est comme quand on est acteur, on est libéré quand on connaît son texte sur le bout des doigts. Mais donc il faut... Surtout que je n'ai pas de prompteur ni d'oreillette. Parce que je ne supporte pas le prompteur, j'ai essayé, j'y arrive pas. De lire un texte et tout, c'était pas Non, je ne sais pas. Et j'ai pas d'oreillette non plus. Donc on n'est pas nombreux. Il y avait Pernaut qui était comme ça, Jean-Pierre Pernaut. Il n'y avait pas de fiches. Enfin, Non. si, il n'y avait que des fiches, pardon. Il n'y avait pas J'ai de... que des fiches, mais à la limite, les fiches, je les ai déjà beaucoup intégrées. Mais pendant l'émission, quand on est souvent en retard, j'en sucre la moitié. Mais je les lis avant. Tu as bossé pour le magazine TAM, donc c'est Oui. Terre, Air, Mer. Terre, Air, Mer. Et c'est là que tu découvres le métier de journaliste? Alors, j'étais la deuxième année de mon service militaire. En quittant Compiègne, j'étais affecté à Paris, au ministère de l'Air. Et je dormais à la Tour Maubourg, près des Invalides, où il y avait une annexe de l'armée de l'air. Et moi, dans Terre et Mer, je choisais la pin-up du mois. C'est-à-dire, dans Terre et Mer, il y avait toujours une fille, plus ou moins dévêtue, qu'il fallait choisir. C'était mon job. T'as eu des jobs difficiles, toi, hein? Oui. T'as eu des... Et puis voilà, c'est des petits boulots. Puis j'étais dans des agences. Enfin, j'ai pas mal glandé. Et ce que je dis dans mon bouquin, il y a quelque chose que j'ai fait, mais pas professionnellement, pas parce que je voulais connaître cet univers. J'ai été visiteur de prison. Tu l'as fait... Je l'ai fait clandestinement pendant 1 an ou 2. J'ai visité une douzaine de prisons françaises. Et parce que je reçois beaucoup de lettres de prisonniers à la télévision. Et on tu veux dire beaucoup plus tard, il n'y a pas si longtemps, tu veux dire, il y a à peu près 15-20 ans. Et donc, j'avais ce contact, je reçois beaucoup de lettres, alors je réponds. Et puis, j'ai eu l'occasion... Tu réponds, tu dis? Oui. T'arrives à trouver le temps? Oui, je réponds 1 fois par mois. Ma femme me dit « ton courrier ?» Donc je réponds à beaucoup, mais la plupart du temps, ce n'est pas des lettres qui méritent de longues réponses, sauf de temps en temps des lettres magnifiques. Sinon, c'est « est-ce que je peux avoir une photo de votre chien ?» Donc, et ça m'a beaucoup intéressé, car dans les prisons, les prisons où je suis allé, j'ai retrouvé des détenus à qui j'avais écrit et qui avaient ma réponse au mur de la cellule. Mais les rencontres les plus intéressantes dans notre métier, c'est pas avec les gens du showbiz. Ça dépend. Ça dépend, mais quand on fait ce métier depuis si longtemps, au début, oui, mais après, on a l'habitude. Quand on interviewe un tel chanteur, une telle actrice pour la 40e fois depuis 60 ans, on connaît. Ah oui, bien sûr. Non, mais dans le sens où, évidemment, les gens... J'adore recevoir des gens qui ont des vies extraordinaires. C'est ma passion, avoir Mais tu vois, par exemple, Jean Reno, il fait partie du métier. J'ai adoré passer du temps avec lui avant l'émission, après, à discuter, parce qu'il est passionnant. Et souvent, c'est leur passé plus intéressant que leur carrière, d'ailleurs. Parce qu'il a... Que leur film, bien sûr. Ça, c'est des rencontres. Parce qu'il y a de l'aspérité, tu vois. Voilà. Ils vont te raconter des trucs. Et souvent, c'est les gens libres. Oui. Et Jean, il est venu ici, Jean Reno, il était libre. Tu sentais qu'il disait ce qu'il avait envie de dire, et puis il était à l'aise. Long parcours, hein. Ouais. Long parcours, et puis, voilà, le Grand Bleu, Besson, mais avant, il avait fait plein de choses. Hein. Et puis, c'est vrai qu'on fait des rencontres formidables, mais je rencontre aussi dans la rue des gens qui me racontent leur vie, qui sont absolument extraordinaires. Et puis, j'ai aussi... Moi, ce qui m'intéresse dans le métier, c'est les familles. C'est pour ça que j'ai lancé une émission il n'y a pas très longtemps avec une de mes collaboratrices qui s'appelle Florence Fessa, qui s'appelle « Famille, je vous aime ». Car j'ai un rapport très particulier avec les artistes, car je connais mieux en tout cas, aussi bien leurs parents qu'eux. À chaque fois que je vois un artiste... Tu connais les parents de Cadmerade, je crois, par exemple? Bah, évidemment, je les connais tous. Tous les parents de Bruel. Pourquoi tu connais les parents? Ils les amènent sur le plateau, tu veux dire? Non, moi je leur demande. J'en ai beaucoup plus appris par les parents. Si on veut bien connaître Bruel, encore que j'ai connu, il avait 16 ans, il faut connaître sa maman. Si on veut connaître, ils sont plus là, les parents de Junio, il fallait rencontrer ses parents. Et on a fait cette émission
On a déjà une qui est passée, et puis il y en a deux qu'on va préparer. Famille, je vous aime. Où les familles sont venues. Gad Elmaleh est venu avec ses parents. Michel Bernier avec tous ses enfants. Michel Leb avec sa femme et ses 3 filles. Chédid avec toute sa famille. C'était formidable. J'ai l'impression qu'on connaît les gens quand on connaît leur conjoint aussi. Ça dit beaucoup de la personne. Ah ben c'est très simple. Tu m'as posé la question de savoir comment on fait pour durer. Seul, c'est très difficile. C'est mieux à 2. Hein, pour traverser le temps, il vaut mieux être en couple. Donc il vaut mieux être bien marié, si j'ose dire, avec quelqu'un qui comprend. Exemple, je vais te citer plein d'exemples d'artistes que tu connais qui n'auraient pas fait carrière sans leur femme ou leur mari. Céline Dion sans René Angélil, évidemment. Annie Cordy sans Bruno, son mari, roi de l'immobilier, qui s'occupait d'elle et qui trouvait des idées, la bonne du curé ou le chaud au cacao avec ses tresses, c'est lui qui préparait ça. Ça l'amusait beaucoup. Il n'y aurait pas eu le président Macron sans Brigitte Macron, c'est évident. Il n'y aurait pas eu Chirac sans Bernadette Chirac. Et pourquoi ? Parce que ils ont toujours eu à côté d'eux, c'est mon cas également, quelqu'un qui veillait à ça. C'est-à-dire que plus la famille est autour de vous, plus on est en sécurité. Ça fait combien de temps que tu es avec ta femme, tu disais ? 53 ans. 53 ans. Claude François te la présente un jour. Oui. Pourquoi il te la présente sur... Parce que en réalité, j'ai fait une émission que j'avais coproduit avec Claude François, qui s'appelait Avec le cœur. C'était prémonitoire. Où là, avec le cœur, j'ai découvert Claude Michel Schoenberg qui chantait, Aznavour à l'époque qui chantait formidable, et des chanteurs formidables. Et puis, il avait demandé que Dany soit là. Et Dany m'a raconté... Excuse-moi, Claude François, c'était ton ami ou vous aviez juste une relation professionnelle ? Non, on était assez copains, quoi. Assez copains, ok. Enfin, on était très copains. Quand je voyais à des heures de copains, des heures normales. Mais lui, il se couchait tard, mais il buvait pas, il fumait pas, mais il se couchait tard. Et puis, il avait une vie un peu électrique. Hein. Mais je m'entendais très très bien avec Claude. Je l'avais connu à ses débuts. Et puis, il avait flashé pour Dany. Je ne connaissais pas Dany, à l'époque où elle était une actrice très célèbre à l'époque. Et il avait envoyé une grande... pour son anniversaire, je crois qu'il avait envoyé une boîte de chocolat gigantesque. Il a envoyé des petits mots. Et Dany, ma femme habitait les États-Unis, elle est restée en Amérique longtemps. Et ma fille Stéphanie est américaine. Donc, je sais qu'il flashait sur elle. Et dans l'émission, il avait voulu qu'elle soit là, pour faire des sketchs, etc. Et voilà. Et donc, c'est là qu'il la rencontre. Et c'est moi qui l'ai pécho. Donc, il a pas mal pris ici, t'en as voulu ? Pendant 1 an, il faisait la gueule. Ah bon ? Oui, mais Claude, c'était quelqu'un d'extrêmement intelligent. Mais qui avait un seul problème. C'est un sujet intéressant. Il y a des artistes comme ça qui ont un succès considérable. Le public est fou d'eux. Mais qui n'ont pas la carte, comme l'on dit. Qui n'ont pas la carte du métier, qui ne sont pas admirés, respectés... Par certains médias. Par certains médias et par l'intelligentsia. Par les intellectuels. Parisienne, ouais, c'est souvent... Ouais. Et c'est ce qu'il y a de plus difficile dans notre métier. Est-ce que c'est important d'être... tu trouves, ouais ? Très. Ah oui ? Ben oui. Moi, j'ai jamais craché ni sur Libération, ni sur cette presse plus confidentielle, ni sur le Nouvel Observateur, une presse engagée, politique, Le Monde, etc., ou Télérama, qui sont des journaux pas élitistes du tout, mais qui intéressent un public très particulier. Et c'est vrai que j'étais très fier d'avoir la une de l'Observateur, et j'étais très fier l'année dernière d'avoir l'ADER de Libé. C'est la 2e fois d'ailleurs. J'étais vachement fier, mais j'aurais été plus fier que ce soit avant que mes parents disparaissent. Télérama, la même chose. Les Télérama, ils ont mis 30 ans avant de me mettre à la une. 30 ans. Incroyable. Oui, je les intéressais pas. C'était plus Chancel, Pivot, c'était pas assez intello. C'est un truc que tu regrettes, que tes parents t'aient pas vu, justement, en couverture de ces magazines-là ? Oui. Oui. Moi, j'aurais bien aimé que ma mère voie la une de Télérama ou des papiers dans Le Monde. Je reviens juste sur ton couple, si je peux. Tu m'as dit de te poser toutes les questions. Tu m'as dit tu peux y aller, il n'y a pas de problème, etc. Je vais me permettre, mais pendant 50 ans... 53. 53, enfin plus de 50 ans, pardon, mais comment est-ce que tu as fait, en tant qu'homme,
c'est une vraie question humaine, mais quand on est dans un milieu où tu rencontres tout le temps des gens, bien sûr. des tentations, etc., tu restes humain, même si Mais quand on est marié depuis super carré. 33 ans, quand on est marié depuis 53 ans, c'est pas un long fleuve tranquille. Évidemment, il y a eu des orages, la chanson de Brel, hein. Mais l'important, c'est de rester soudé jusqu'au bout, parce que même quand j'ai été sous le charme, je le dis dans mon livre. Et tout le monde, c'est pas possible de 53 J'étais ans. sous le charme de Romy Schneider, j'étais sous le charme de Jane Fonda, et voilà. Bien entendu, on n'est pas insensible à ça, car pour faire notre métier, il faut quand même être, que l'on veuille ou non, des séducteurs. On est là pour séduire quand même. Mais à chaque fois, d'abord, j'ai eu la chance de rencontrer une femme extrêmement compréhensive, très intelligente, qui avait été mariée avant moi, mais elle a toujours été là pour me protéger, car on savait, elle et moi, que ça allait durer. Tu l'as su avant elle, Eddy. Oui. Que le soir même, tu dis, t'es la femme de ma vie. Intuition profonde. Et elle l'a pris pour un truc un peu d'adolescent, bon, Ouais, il est elle a un dit, peu tout feu, tout flamme. Un comprimé au lit. Non, mais j'ai tellement vu de couples Explosé. et de cas explosés à cause de ça. Tous. Et c'est vrai que la vie à deux est facile si on a les moyens d'avoir la vie à deux, c'est-à-dire ne pas l'un sur l'autre. C'est plus facile de vivre à deux quand on a un grand appartement, une grande maison, que lorsqu'on a un petit appartement. Bien sûr. C'est important. Mais cela dit, il faut... Ma grande fierté, c'est quand même la durée aussi, là. Ah, c'est incroyable. Ouais, parce que la durée d'une carrière, ça va avec la durée d'un couple. Ou la durée de l'amitié, des vraies amitiés. D'abord, la vraie amitié ne vieillit pas. Ne vieillit pas. Quand on a des gens qu'on aime vraiment, on vieillit mieux, à deux. Mais l'amitié, dans ce métier, c'est compliqué. Parce que l'amitié, c'est comme les plantes. Il faut l'arroser. Quand on se dit, on s'appelle, on se fait un dîner. On ne le fait jamais, le dîner. On n'a pas le temps. Comment faire pour que ça dure? Faut pardonner parfois quand il y a des orages. Qu'est-ce que tu pardonnes pas en couple? Qu'est-ce que tu vois? C'est intéressant d'avoir ton avis vraiment sur le sujet, parce que c'est un sujet important pour tout le monde, le couple. Il faut bien comprendre ce métier, dans nos métiers. Moi, j'ai la chance d'avoir une épouse qui le connaît, elle l'a fait avant moi. Elle a tourné beaucoup, hein. Elle a tourné avec De Funès, elle a tourné avec Belmondo, elle a tourné avec Coluche, elle a tourné avec Bourvil, etc. Et Michel Morgan, il y a très longtemps, donc elle était très célèbre, Dany. Mais elle a arrêté le métier quand on s'est rencontrés. Il n'y avait pas la place pour deux. Ah, wow. C'est elle qui m'a dit, non, tu continues, ramène des bonnes notes, je m'occupe du reste. On avait 29 ans. Incroyable. Et on a le même âge, on est presque jumeaux. C'est un vrai sacrifice, quelque part. Oui, c'est-à-dire que moi, j'ai culpabilisé longtemps, parce que quand je rencontrais Jean Poiret, Michel Serrault, ou Jacqueline Maillan, ou tous ces grands artistes des années 60-70, disaient, mais pourquoi, à cause de toi, ta femme a arrêté le théâtre? Pas du tout. Donc, le problème, c'est que, pour répondre à ta question, quand on est à deux pour faire ce métier, c'est la cata. C'est la cata. L'un tourne pendant 4 mois, l'autre tourne au théâtre tous les soirs. On se croise. Oui, du coup, ça tient pas. Voilà. Et puis, avoir des enfants, c'est un temps très, très compliqué. Donc, il faut que l'autre comprenne, mais quand on a épousé quelqu'un qui connaît ce métier, qui sait ce que c'est beaucoup plus facile. Mais de toute façon, il faut faire des concessions. Bien sûr, faire des concessions, parce qu'on vieillit, parce qu'on a des tics, on a des... Par exemple, moi, je sais que je suis très, très exigeant, j'aime que ça aille vite, donc je ne suis pas du tout patient. Et puis, je suis très assisté. Mais donc, non, la durée, c'est un vrai challenge. C'est bien, surtout quand on passe les 50 premières années. C'est la chanson de Sardou, les vieux mariés. Les plus durs, c'est les 50 premières. Oui, après, ça va tout seul. Tu as élevé la fille de ta femme, qui est devenue ta fille, tu disais, Stéphanie. Oui, Stéphanie. C'est pas ta fille biologique, tu disais, avant. Tu l'as élevée comme ta fille, elle te considère comme son père. Complètement, elle avait 5 ans. Stéphanie, je l'ai connue, elle avait 5 ans. Et mon fond d'écran, c'est Rebecca, sa fille. À 5 ans. À 5 ans. C'est fou. Même ma mère, je reviens à ma mère, quand elle m'interrogeait au mois de juillet, elle m'interrogeait comme si j'étais pas sûr de redoubler. Elle me dit, ils te reprennent à la rentrée? Tu passes en classe supérieure? Je dis, oui, maman, mais ils te reprennent alors? Oui, ils vont me reprendre. Mais on nous reprend, c'est pas
l'examen de passage chez nous, moi maintenant, pour moi, c'est la ménagère de moins de 50 ans devenue la responsable des achats. C'est la pub. Même dans le service public, c'est important. Donc l'audience est importante. Bon, moi, je sais à peu près qu'il y a entre 750 000 et 1 million de fidèles depuis toujours. Qui te suivent tout le temps. Tout le temps, qui sont là, quel que soit l'invité. C'est des fidèles. Il n'y a plus personne qui ne te connaît pas dans la rue. On a marché ensemble, c'est 100% des gens qui te reconnaissent. J'ai vécu ça une fois avec Nicolas Sarkozy quand j'ai ramené la voiture. Tout le monde qui le reconnaît, évidemment, ancien président, tout le monde. Et toi? Je n'avais jamais vu ça sur 450 interviews. Mais dans mon livre que tu as lu, il y a un chapitre sur la notoriété et la popularité. Il n'a rien à voir. Pardon, je vais dire, c'est Avec le temps. Si vous voulez aller chercher le livre de Michel, donc chez Albin Michel, je dois avoir Michel Drucker, Avec le temps. C'est une photo de toi qui te tient. Oui, c'est moi à 30 ans qui regarde le vieux. Et donc, je vous mettrai le lien si vous voulez le commander directement dans la description de la vidéo YouTube. Et si vous nous écoutez en podcast audio, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Podcast, vous cliquez sur description, puis il y aura le lien aussi pour le commander directement, où tu racontes tout ça. Et il y a un passage sur la célébrité, effectivement. Oui. Parce que moi, j'ai été fauché, si j'ose dire, de plein fouet par la célébrité à 22 ans. À 22 ans, avec le chauffeur, je traversais Grenoble pour aller aux Jeux Olympiques de 68. J'étais aux Deux Alpes où moi je commentais le ski de fond qui balbutiait, parce qu'on faisait chauffer les caméras à 4 heures du matin. Et quand j'allais dormir dans la station le soir de Grenoble. Ta première télé, ça, quasiment. Ouais. Et je voyais. C'est à l'époque où je faisais déjà des émissions de divertissement. Et un soir, il y a mon émission de divertissement, Tilt Magazine, qui passait, ou une autre émission qui passait à la télé. Et entre Grenoble et les Deux Alpes ou l'Alpe d'Huez, dans tous les villages, il était 21h un samedi soir, je voyais ma tête sur des écrans. Quand tu roulais? Oui. Ah, incroyable. Je voyais les écrans, je voyais les postes de télévision, je voyais ma tête. Et quand je suis rentré un jour, à ce moment-là, dans un café, pour prendre un café, il y avait un énorme poste de télévision et les gens me regardaient. Et ils se sont retournés, c'est surréaliste. Hein. C'est quoi? C'est lui? Et donc, et c'est vrai que moi, très très tôt, j'étais. T'as baigné dedans toute ta vie, quoi. C'est-à-dire la célébrité, je l'ai connue très très tôt parce que la télévision te rend célèbre très très vite. Bon. Mais après, j'ai compris que c'était un peu du sable qui vous glisse entre les doigts, puisqu'en 68, j'ai été viré comme tout le monde pour avoir fait grève. Du jour au lendemain, oui. Oui, et bon. Et puis, je suis revenu un an après, mais pendant un an, j'ai vu ce que c'était que de ne plus avoir la drogue. Alors, juste avant, tu disais que tu étais sur tous les écrans. Il y a une époque où il y avait très peu de chaînes. Aujourd'hui, il y en a beaucoup, mais toi, tu étais vraiment là partout. Tu as fait une émission, Champs-Élysées, par exemple, tu en as fait plein, mais Champs-Élysées, où il y avait 10 millions de moyenne au minimum chaque semaine, c'est fou. Oui. Est-ce que tu as eu des fans too much, qui étaient trop, qui t'ont un peu gâché des moments, qui venaient sonner chez toi? Est-ce que tu as eu des gens comme ça? Oui, j'en ai une. J'en parle d'ailleurs, c'est quelqu'un qui avait une maladie que je ne connaissais pas, elle était érotomane. L'érotomanie aiguë. Fou ça. Voilà. Et pense que tu lui parles à elle quand elle regarde à la télé, c'est ça? Voilà, et puis elle m'a écrit, etc. Puis j'aurais dû lire la lettre jusqu'au bout, parce qu'à la fin de sa lettre, ou d'une de ses lettres, elle me disait « Michel, ça y est, enfin, on va être réunis ensemble, j'arrive. » Et donc elle est arrivée chez moi, elle a sonné. Ma femme en entendait parler parce que souvent elle était devant ma porte, l'appartement, devant l'ascenseur. Elle était nue, en position de lotus avec une guitare. Bon, et un joint. Donc déjà, dans mon immeuble assez bourgeois où j'habite, dans c'est pas commun. Les mecs déjà disaient « Ah, bonjour, il y a votre fan qui est revenu. » Elle était là, comme ça, hippie, quoi. C'était San Francisco. Et dans le garage, elle me poursuivait dans le garage. Mais tu lui disais, madame, il y a une erreur. Alors, bon, j'étais gentil, mais je me méfiais quand même, quoi. Et puis, on ne sait jamais, parce qu'elle avait une attitude bizarre. Un jour, elle m'a coincé dans le garage de la minuterie, parce qu'elle dormait dans mon garage. Elle attendait que les voitures passent et que... Oui, la porte s'ouvre, et s'engouffrait dans le parking. Pour rentrer. Et elle dormait dans un sac de couchage à côté de ma voiture. Ah, wow. Donc, évidemment, tous les gens qui descendaient prendre leur voiture, « Ah, M. Drucker, votre fan est revenu. » Puis un jour, elle m'a sauté dessus. Elle m'a sauté dessus violemment. Elle m'a serré très, très fort les parties génitales.
j'ai fait un geste brutal, je lui ai cassé ses lunettes. Et là, j'ai dit, mais c'est pas possible. Alors, j'ai demandé à mon frère qui était médecin, qu'est-ce que je fais de ça? Et il me dit, mais il y a SOS psychiatre. Oui, t'appelais pas la police quand elle dormait? Non, SOS psychiatre. Et le médecin qui l'a reçu m'a téléphoné en disant, mais elle est tout à fait normale. Elle a fait une crise d'érotomanie. Incroyable. Et puis elle s'est calmée. Elle faisait une licence de chimie à la faculté de Lille. Et elle venait de temps en temps à TGV et elle pétait les plombs. Et un jour, elle est venue chez moi. Elle a dit, voilà, je viens vivre avec toi devant ma femme. Et ta femme disait, enfin, elle avait compris qu'elle était un peu... On savait qu'elle était revenue de temps en temps. Et puis finalement, ça s'est calmé, mais c'était un peu angoissant. Mais c'est un peu angoissant parce que on ne sait jamais ce qui peut se passer dans une foule. Hein, dans une foule, bon, je veux dire. Tu veux dire de te faire tirer dessus, un truc, un fou? Lennon est mort comme ça. Hein. C'était une inquiétude pour toi parce que t'as connu différentes époques aussi, mais à l'époque, il y avait moins de caméras de surveillance, moins de contrôle. Ah oui, on pouvait rentrer comme ça. On pouvait rentrer comme ça très facilement. Mais t'es jamais tombé sur quelqu'un qui te voulait du mal, toi? J'ai l'impression que quand tu es venu, je vois tout le monde t'adore, t'as pas de gens qui te détestent. Non, il y a certains journalistes qui pendant des années ont écrit, bon, il est bien gentil, Drucker, bien gentil. Oui, mais ne veulent pas du mal, vraiment. Tout le monde il est beau, tout le monde est gentil, mais jamais des choses très agressives. Non. Objectivement, non. J'ai toujours un rapport très, très courtois avec 3 générations. Des gens de ma génération me racontent qu'ils ont grandi avec moi, que leurs petits-enfants ont grandi avec les rendez-vous du dimanche, et que leurs enfants, ou plus exactement, leurs enfants ont grandi avec Vivement Dimanche, et les petits-enfants avec les dernières émissions. Et quand il y avait peu de chaînes de télé, que tu étais vraiment tout le temps partout, tu pouvais aller faire tes courses, tu pouvais aller normalement à la plage, ou tu étais obligé de... On me disait bonjour, on m'appelait Michel, on me disait bonjour. C'est comme si tu connaissais tout le monde, quoi. Oui, un peu, mais il y avait beaucoup moins de téléspectateurs que maintenant. Il y avait 6 millions de postes de télé. À raison de 3 téléspectateurs par poste, ça fait... Quand on faisait le plein, c'était peut-être 8 ou 10 millions pour une finale de la Coupe de France de football. C'était déjà beaucoup. Mais c'était étrange. C'est étrange parce que c'est pas un métier normal. Être connu des gens comme c'est pas un métier normal. C'est un petit peu gênant. Et il y en a que... Moi, je peux vivre normalement. Et Johnny, il ne pouvait pas marcher normalement. Il ne pouvait pas rentrer normalement. Mbappé ne peut pas marcher dans les rues de Madrid. Il ne peut pas. Juste, si je peux te poser une question, c'est une volonté de ne pas avoir eu d'enfant après biologique avec ta femme quand tu l'as rencontrée? Oh oui, pour une raison très simple. D'abord, j'aurais été un mauvais père. Ah bon? Oui, parce que c'est tombé... moi, l'âge où on doit être père, j'étais... Est-ce qu'il y a un âge où on doit être père? Boulot. J'ai des copains qui ont été pères assez tard, vers 60 ans, 62 ans. Mon frère Jean a été père à plus de 60 ans. C'est pas la même chose. Parce que... Et la fatigue? La fatigue, et puis égoïstement, pensons à l'enfant qui sera orphelin très tôt. Mais d'abord, Dany avait beaucoup souffert lorsqu'elle a eu Stéphanie. C'était très mal passé, c'était aux États-Unis. Et je savais que avoir un deuxième enfant aurait été compliqué. Mais je me suis aperçu que moi, j'ai eu la chance, puisque j'ai une petite fille qui était Stéphanie de 5 ans. Je me suis occupé d'elle comme de la mienne. Et puis, on est ensemble depuis 53 ans. Mais j'ai pas eu ça. Mais je le regrette pas. Je suis pas certain que j'aurais été un bon père. Parce que faire des enfants, c'est une chose. Mais... Après, c'est s'en occuper. T'es parti pour 20 ans, là. Ah ben non, t'es parti pour toute la vie. Toute la vie. Tu peux perpète, perpète. On les appelle à 40 ans, nos parents. Hein. Et puis surtout, c'est tombé à un moment donné, quand j'ai rencontré ma femme, on avait 29 ans tous les deux. J'étais en train d'essayer d'enfoncer le clou, quoi. C'était il y a 53 ans. Ouais. Donc j'ai bossé. Je ne sais pas d'ailleurs, objectivement. Je ne sais pas comment font ceux et celles qui font le petit matin à la radio ou à la télé. Le morning, ouais. Le morning. Les matinales. Lever 3-4 heures du matin avec un mari et des enfants. Je ne sais pas comment ils font, comment ils dorment. On ne dort pas la journée comme on dort le soir. Ça, pour moi, c'est un grand coup de chapeau. C'est intéressant de parler des échecs aussi, parce qu'on parle des succès, tu en as eu tellement. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir un moment de télévision difficile où tu n'as soit pas été bon, soit une panne technique, soit tu es en moment de solitude parce qu'il te laisse tout seul? On a eu un moment difficile pendant 5-6 mois. C'était El Kabbach qui était notre patron.
quand il m'a confié l'Access Prime Time. C'était des studios Gabriel. Là, on a ramé, ça marchait plus que moyen. Et puis, j'ai eu un moment d'angoisse. La première saison, on a remplacé Jacques Martin, il y a 25 ans, 25-26 ans, en 2000. Car je succédais à l'école des fans. Donc, les gens venaient pensant que je remplaçais Jacques Martin. Là, j'ai eu peur qu'on ait du mal à revenir. Et puis, je le raconte, j'ai raconté souvent, mais j'aime le raconter à nouveau. Lorsqu'un des patrons m'a dit que j'étais has-been, il y a un patron qui s'appelait Philippe Guillaume, paix à son âme, et qui, lorsque on avait fait que 7-8 ans de Champs-Élysées, qui était une émission qui marchait plus que bien, et il est venu déjeuner chez moi au mois de février. C'est en février qu'on commence à se positionner pour la rentrée. Les rentrées, c'est septembre en télé. Pour renouvellement de contrat, tout ça. Et il est venu chez moi et il m'a dit, voilà, j'ai senti que... Il y a un truc qui n'allait pas. Le déjeuner avançait, on parlait toujours pas du problème. Et on arrive au café, je dis, alors à la rentrée. Et là, il me fait comprendre que j'ai fait mon temps. Et il me dit, en tête à tête, la télé de demain ne passera ni par Martin, ni par Pivot, ni par vous. Putain, incroyable. Chaos debout, et il a arrêté l'émission. Et je me disais, mais comment on va faire? Parce qu'il y avait l'équipe, il y avait tout ça. Alors, bon, c'est reparti, heureusement, mais c'est là où j'ai quitté le service public pour la première fois pour TF1, où je suis resté 5 ans. Mais il y a aussi des moments de solitude lorsqu'on fait un gros beat d'audience. Le lendemain, tu te réveilles et tu te dis, waouh. Oui, parce que il faut que les spectateurs sachent que c'est que ça, l'audience. La vie d'un homme de télévision, surtout quand il fait une quotidienne. Dans les premiers mois où on lance une émission, on ne dort pas. On se réveille vers 4h du matin, et on regarde ça monte, et on attend les heures qui arrivent. Parce que 9h, il y a les chiffres d'audience qui arrivent. Entre 9h et 9h05, voilà, arrive Médiamétrie. Médiamétrie, c'est une petite... C'est des gens qui viennent chez vous, qui vous donnent un cahier, qui vous donnent un boîtier, un petit boîtier qui est fixé à votre poste télévision. Qui calcule l'audience. Calcul d'audience, et quand on regarde YouTube, ça monte comme ça, c'est dépouillé entre 4h et 5h du matin, et par les ordinateurs, et on donne les résultats. Et vous devez noter sur un petit cahier, pour que ce soit bien précis, ce que vous avez regardé et à quelle heure. Et si vous vous absentez pour soulager votre vessie, on voit que vous devez en principe couper. D'accord. Et donc, ça, c'est une angoisse. C'est-à-dire, tous ceux qui nous écoutent, là, les gens de télévision qui nous écoutent, savent qu'entre 9h et 9h05, il y a un petit pincement. Moi, il m'arrive de ne pas les regarder le dimanche matin, puisque je sais qu'en principe, on est entre 850 000 et 1 million tout le temps. Donc, c'est un public extrêmement fidèle. Et si vous faites une quotidienne, c'est tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours, tu te réveilles avec la boule dans le ventre. Oui, parce que surtout quand on est dans le privé. Dans le privé, on regarde forcément. Mais c'est une des raisons pour lesquelles je ne suis pas resté longtemps dans le privé. Je suis resté 5 ans avec l'équipe Bouygues sur TF1, et j'en garde un très bon souvenir. Je suis resté très lié d'ailleurs à Martin Bouygues, parce qu'ils m'ont respecté, ils ont été vachement bien. Et je vais vous faire une confidence. Patrick Lelay, j'ai rarement rencontré ça. Patrick Lelay, qui était le grand patron, qui m'avait engagé avec notre passé de ses parents pendant la guerre. On avait un lien très fort. Et puis, on faisait des très bons scores. Ça s'appelait Star 90, au pavillon Baltard. À l'époque, il n'y avait que des émissions de divertissement. Il y avait Gérard Louvain et Jean-Pierre Foucault. Hein, c'était sacrée soirée. Il y avait Sabatier, il devait y avoir déjà Sébastien et nous. Il y avait 4 divertissements dans la semaine. Et ça marchait fort. Et puis un jour, ça marchait, on faisait des bons scores. Et puis je me suis aperçu que je faisais des gros scores, mais qui n'étaient pas des bons scores pour une chaîne... Comme TF1. Une chaîne commerciale. Et Lelay m'a fait un cadeau royal, je peux le dire maintenant. Il m'a dit, écoute, on ne va pas renouveler ton contrat. Ça marche bien, mais ça ne touche pas le public qu'on veut toucher. Donc je ne t'ai rien dit. Si tu as l'occasion de te barrer, tu te barres. Mais je t'ai rien dit. Il m'a prévenu avant.
Putain, comme ça, t'as démissionné? Quand j'ai terminé la dernière émission, c'était 190. TF1, à l'époque, officiellement, dit oh, on va beaucoup le regretter, quel dommage, etc. En réalité, on l'avait négocié avant. Putain. Et c'est un grand service qui m'a rendu, parce que sinon, j'aurais été officiellement viré pour faute d'audience. Alors que là, c'est moi qui suis parti. Incroyable. Sympa, hein? Putain, c'est fou. Et voilà aussi pourquoi je suis en service public. À ce sujet, je voudrais qu'on parle du service public. Puisque tu ne me poses pas la question. Le service public, qui tendance à un peu passer à tabac par certains médias depuis quelque temps. C'est bien de taper le service public. Moi, je dois ma carrière au service public. Jamais j'aurais fait cette carrière dans la durée si j'avais pas été dans le service public. Je suis un homme du service public. Et quand Berlusconi, ou même quand TF1 m'a demandé, je me suis vraiment posé la question, parce que je sais que c'est ma famille, ça correspond à mon image, et ça correspond à ma culture, le service public. Depuis toujours. Ouais. Depuis toujours. Tu vas à l'hôpital public. Oui. Et tu vas ouais. toujours, t'es quelqu'un du public, c'est ce que tu m'avais dit. Absolument. Et donc, mon frère Jacques, grand chercheur, aurait pu, ayant inventé le vaccin contre l'hépatite B, interne des hôpitaux, conseiller scientifique de l'ambassade de France à Washington, il aurait pu négocier aux États-Unis pour une fortune de là-bas. Il est resté fidèle au service public. Bon. Et mon frère Jean, ben, il est resté sur RTL Radio pendant quelques années, mais ensuite il est passé sur M6 comme patron. Mais comme s'il avait été animateur, je ne suis pas certain qu'il aurait choisi ça. Et alors, puisque je vous parle de service public, c'est que moi, on ne cite jamais les patrons. Et c'est pas pour être flagorneur, mais on cite jamais les patrons. Par exemple, l'organigramme d'une chaîne, ça n'intéresse pas le public puisque les gens ne connaissent pas. Mais quand on parle de l'organigramme, par exemple, de France Télévisions, Delphine Ernotte, c'est objectivement, et c'est pas déshonorant pour tous ceux qui l'ont précédé, c'est le plus grand succès pour moi de la télévision récente. 10 ans au service public, et avec quel succès? Les audiences sont magnifiques, avec les Jeux Olympiques, le Tour de France, qui sont signés jusqu'en 2030, avec Notre-Dame. Tout ça, c'est des réussites extraordinaires, l'inauguration de Notre-Dame. Et puis, les animateurs de service public, on n'en parle jamais. On va parler de toutes les générations, si tu veux. Et des confrères. Quand on voit le service public, qui est d'ailleurs très féminin, très féminin, il y a beaucoup de femmes très brillantes. Bon, j'ai parlé de Léa Salamé, qui pour moi est exceptionnelle, parce qu'elle sait faire plein de choses. J'en sais quelque chose, puisqu'elle faisait les Jeux Olympiques, où j'étais un peu le parrain de l'émission des Jeux Olympiques. Tu l'as vu bosser, pour handicapés. Ouais. Elle ne connaissait rien au sport. Quand elle est arrivée, nickel. Bon. Donc, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Mais si vous prenez des gens comme Mélanie Taravant, très très brillante, et puis il y a des animateurs extraordinaires, quand même, objectivement, très très bons. Donc, moi, le service public, je le défends, et je le défendrai jusqu'au bout, parce que c'est le seul endroit encore où on peut prendre des risques, où on peut faire de la télévision sans trop grande pression, et on laisse du temps. On laisse du temps. Et puis c'est encore une chaîne de télévision où on peut favoriser les talents. Regarde Cyril Ferraud, tous ces jeunes-là, c'est des gens qui sont dans le service public. Si tu prends quelqu'un comme Damien Thévenot, qui fait la matinale, service public depuis longtemps. Et le service public, on peut à la fois faire des émissions pour l'image et pas forcément pour l'audience. Et c'est pour ça que moi, je ne supporte pas qu'on attaque le service public. Et puis, quelque chose de totalement personnel. Si j'avais pas eu, moi, des gens comme Delphine Ernotte ou Stéphane Sylvain Gomez, je ne serais plus là. Ils sont venus me voir à l'hôpital. Attendre que quelqu'un sorte de l'hôpital après 2 opérations à cœur ouvert. On va en parler après. Ouais, à 80 ans. Voilà, donc je voulais dire ça. Dans le service public, vous avez des salaires moins élevés qu'en télé, en privé ou... Le service public, évidemment, on n'a pas les moyens du privé, mais on a suffisamment d'argent pour bien travailler, évidemment. Si je faisais un talk show sur M6 ou sur TF1
sur le canal. On aurait sans doute un budget de production plus élevé, mais moi, ça n'a jamais été mon truc. Sinon, je serais allé chez Berlusconi, ou je serais resté. Qui t'a fait une proposition, d'ailleurs. Oui. Est-ce que tu peux raconter quand il te contacte Berlusconi, c'est fou. Alors, En Italie, Berlusconi arrive en France il y a à peu près 20-25 ans. C'est Craxi, qui était le Premier ministre italien, qui était très ami avec Mitterrand. Et, qui était Berlusconi, pour ceux qui... Alors, Berlusconi, c'était au départ un musicien de jazz qui s'est lancé dans la télévision en Italie et qui a fait une percée incroyable. Fortune énorme. Voilà, une fortune énorme, et qui avait des relais un petit peu partout, des relais hertziens. Des antennes, ouais. Et qui allait avec ses cassettes de ville en ville pour diffuser ses émissions de télé, jusqu'au jour où on s'est aperçu que c'était pas toute l'Italie, mais il avait quand même réussi un truc incroyable. Et donc, avec l'époque de Mitterrand, il venait en France pour faire une chaîne privée, Canale 5, la 5e. Donc il est venu, il avait déjà fait une fortune colossale, il avait un groupe de presse énorme, et puis il est venu et il voulait absolument m'engager moi comme un peu directeur adjoint des programmes et le visage de la chaîne. De la chaîne. Alors il est venu, etc., très charmeur, et puis il est venu me voir à Paris, et puis il m'a demandé d'aller le voir plus confidentiellement à Milan. Donc il m'a envoyé son jet, je suis allé à Milan, un décor absolument incroyable, dans la banlieue de Milan, des aides d'hélicoptères, piscine, incroyable. J'arrive et on me dit non, le commandant n'est pas là, pour l'instant, M. Berlusconi aura du retard, mais il nous a laissé des ordres. Il y a 2 pin-up, 2 playmates, au bord de la piscine, qui viennent me donner un peignoir avec mon nom. Un peignoir avec ton nom? Oui, tout. Et on me propose de nager en attendant, etc. Alors je nage, et quand j'arrive dans la piscine, déjà, je vois un mur d'images en face avec des télécommandes étanches. C'est-à-dire, le mec, quand il nageait, il regardait ses chaînes. Oh là là! James Bond. À l'époque, quoi, c'était en quelle année? C'était dans les années 80? C'était il y a 20 ans. Ouais, d'accord. Début 2000? Non, plus que ça, c'était il y a 30 ans. Et donc, c'était quand il y a eu la chaîne en France, Mitterrand était encore là, et donc... les années 90. J'attends, un petit plat dans les grands, champagne, machin, j'attends. Et puis, finalement, il arrive, l'hélicoptère arrive un petit peu en retard. Avant de te voir, très italien, très charmant, etc. Grande soirée pour moi, un dîner incroyable. Donc, je vais dans une chambre pour me changer, et tout. Dîner incroyable. Et là, il me dit, bon, les femmes, tu les aimes blondes, brunes, rondes, pas rondes. Et là, une espèce de soirée Dolce Vita. Il manquait qu'Anita Ekberg et Mastroianni, quoi. C'était extraordinaire. Un dîner absolument incroyable. Et il se lève, il dit, voilà, ce dîner, c'est pour Michel Drucker, qui va nous rejoindre bientôt. Il t'en met plein la vue, quoi. Mais plus que ça. Alors, il me dit, voilà, Ferrari, tu les aimes de quelle couleur? Ferrari, au moins Ferrari, c'est rouge. Hein. Et puis finalement... Il t'a offert une voiture, non? Oui, il offrait à chaque animateur une voiture, une Ferrari. Et d'ailleurs, beaucoup d'animateurs qui nous regardent peut-être, qui ont été chez lui pas longtemps, ont eu droit à leur Ferrari. Je sais que quelques-uns le vont toujours sous une housse. On ne peut pas rouler en Ferrari en ce moment. Là, Ferrari. Il en a donné aux animateurs télé français. Mélenchon te la raye, ta Ferrari. Putain, incroyable. Et alors et puis il me dit, voilà, est-ce que ta femme aime les manteaux de fourrure? Je dis, non, ma femme est végane et tout ça, les animaux, etc. Et puis... Il me dit, voilà, et puis si tu viens chez nous, indépendamment du contrat, tu auras une villa que tu utilises quand tu veux sur l'Adriatique. Comme ça, il me dit, ça m'évitera le gardiennage. Il m'offre une villa à ma disposition et le jet à la disposition quand je veux. En fait, il te donne la grande vie, quoi. Il te propose la grande vie. Il me dit, bon, rendez-vous dans quelques jours à Paris pour signer le contrat. J'avais dit à ma mère ce jour-là que j'étais en Italie le dimanche soir, alors que je dînais avec elle tous les dimanches, c'était sacré, et avec mon frère Jean. Elle me dit, mais qu'est-ce que tu allais faire en Italie? Alors, comme je commentais beaucoup le foot à l'époque, quelques années avant, je dis, je suis allé commenter un match du Milan AC, tout ça. Et puis, mon frère rentre, ma mère était encore en cuisine. Alors, Berlusconi, là le contrat, fortune colossale. Mais c'était quoi, quand tu dis fortune? À l'époque, c'était à peu près
à peu près entre 50 millions et 100 millions de chiffre d'affaires en production. Un truc dément. En euros, tu parles là? Enfin, l'équivalent euro? Ah ben non, en euros, je sais pas, 100 millions d'euros. Oui, c'est 100 millions d'euros. Ouais. C'était 60 milliards, un truc comme ça. Hein, pas. En train de milliards. Montre ça à mon frère. Il me dit, mais... Il arrive pour nous rejoindre, pour dîner. Pour ce prix-là, tu vas faire quoi? La seule question qu'il faut se poser. Qu'est-ce que tu vas faire pour ce prix-là? Moi, je dis, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. Maman n'acceptera jamais que tu ailles te vendre à Berlusconi. Et il me dit, en plus, je vais te dire, tu as une excuse, puisque je viens d'être nommé ce matin patron de France 2. Je deviens ton patron. Incroyable. Alors que tu appelles Berlusconi, tu lui dis, voilà, la famille, c'est sacré. Et j'avais arrêté Champs-Élysées pendant 6 mois pour me reposer, car j'étais un peu cul, car je faisais la radio en même temps. Je faisais Europe 1. Et finalement, j'appelle Berlusconi, je m'en souviendrai toujours, et je lui dis, il me dit, alors, tu es riche, tu es riche, tu es heureux. La maman est contente, tu es riche. Je dis, non, c'était... je l'avais quitté que 3 heures avant. Je dis, non, Silvio, je ne peux pas. Mais pourquoi? C'est pas assez. Il me propose Singapour, compte, je sais pas où, aux Caraïbes, je sais pas. Non. T'as pas compris, c'est pas possible. Pourquoi? Je dis parce que mon frère Jean vient d'être nommé patron de France 2. Il a besoin de moi. Hein, t'es italien, t'as un sens de la famille. Et il m'a dit, combien vaut ton frère? Non, c'est vrai? Voilà, il veut l'acheter, mon frère. Et donc, j'ai jamais fait affaire avec Berlusconi. Et je l'ai revu plus tard, il m'a dit, t'avais raison de ne pas venir, parce que la supercherie, c'est que contrairement à ce qu'on pensait, la 5e, Canale 5, n'était pas reçue partout. Et ça a fermé, c'était un drame affreux. Putain. Ça a fermé. Et le hasard fait bien les choses. Et puis le fait d'être raisonnable aussi, tu vois, ça fait durer. Alors, je me souviens que le Serge July, le patron de Libération à l'époque, tout le monde me dit, alors Drucker, tout le monde dit, tous les animateurs y allaient, M. Berlusconi. Et puis, le seul qui n'a pas donné sa réponse, c'est moi. Bon, il ne voulait pas de Jacques Martin. Et il ne voulait pas de Pivot non plus. C'est pas assez paillette pour lui. Et en tout cas, il ne l'aurait pas proposé. Et il y a qui moi. Et Serge July, le patron de l'IB, me dit, Michel, il paraît, parce que déjà, il y avait VSD à l'époque qui mettait tous les animateurs qui étaient allés avec des dollars au-dessus de la tête. Épouvantable. Pour les gens, ouais, les Français qui vont en Italie pour de l'argent, enfin, épouvantable. Et puis, finalement, je dis non, et Serge July me dit, tu me donnes l'exclusivité. Libé. Donc je lui dis, mais j'irai pas. Et je sors cette phrase, ma mère n'aurait pas compris. Le lendemain, Libé, c'est la première fois que Libé me faisait une photo en une. Il n'y a jamais de photo en une de Libé. J'étais en une de Libé. Drucker dit non, Berlusconi, entre guillemets, ma mère n'aurait pas compris. Écoute, dans la rue, les chauffeurs de taxi, les chauffeurs de bus, Michel, Berlusconi. Et en image, j'ai gagné 100%. Incroyable. Et parce que, voilà, et donc je ne suis pas allé finalement. Il était sulfureux un peu, Berlusconi, à l'époque. Ouais, pour ceux qui ne connaissent pas, ça, c'était... Il était dangereux ou pas? C'est un peu la mafia ou on imagine? Non, c'était juste sulfureux. Non, j'aurais gagné beaucoup d'argent et j'aurais perdu beaucoup en images, beaucoup. Puis ma mère aurait gueulé surtout. On parlait tout à l'heure du fait de tenir sur la durée, etc. Est-ce que tu as déjà pris de la drogue? Est-ce que fut un temps, c'était vraiment ça dans le showbiz? Ma drogue, c'est ce qu'on fait en ce moment. Ma drogue, c'est la télé. Non, mais un soir, je vais te dire, Coluche, qui m'aimait beaucoup et qui était fan de mon épouse, parce qu'il était fan de tous les années 60, le cinéma des années 60. Il nous invite à dîner chez lui, mais le dîner chez Coluche, c'était minuit. Hein. Il attendait que ses copains du spectacle aient fini. C'était table ouverte chez lui. Et donc j'arrive, moi, trop chic, bon genre, avec ma femme, en petit tailleur et tout. Chez Coluche, salopette, enfin t'imagines. On arrive, et là, on me tend, je pense que c'est du sucre en poudre, toi. Les trucs circulent. C'est la première fois qu'on me propose de la farine. Tu vois. Alors Dany dit non, sans sucre. On demande 2 thés sans sucre. Il se marrait, Coluche. Non, j'ai jamais... T'as jamais essayé? T'as jamais tombé là-dedans? Non. Ben non.
Mais c'est une conversation que j'ai eue souvent avec Thierry Ardisson. Parce que Thierry, il en avait pris beaucoup. Et puis, il le disait, il le disait qu'il avait tout essayé dans l'émission. Il m'a dit, j'ai tout essayé. Quoi. Oui. Donc, moi, j'ai pas tout essayé, parce que j'ai rien essayé du tout, parce que... non, en revanche, j'ai changé, je suis passé de l'eau de Vittel à une eau minérale différente. Non, je suis un grand buveur d'eau, mais j'ai jamais été tenté par ça. Même par l'alcool, tu bois pas des coups quand tu es au restaurant? Non, parce que j'ai vidé un soir, quand mon père était médecin, tous les verres, parce qu'ils avaient invité à dîner une dizaine de personnes, des médecins du coin, et j'ai vidé les fonds de cidre, de calva, de vin blanc, de vin rouge. Oui, j'avais 10 ans. Et j'ai fait un coma éthylique. Et le lendemain matin, mon père, quand il va à l'école, il dort, qu'est-ce qui se passe? Il voit que j'étais dans le coma. Et je n'ai pas goûté de vin pendant 50 ans. Oh là là! Et j'en prends très très peu. Très peu, parce que ça m'a... Je sais pas. Mais j'ai toujours peur que pour ma santé... On va reparler de tes soucis, parce que tu m'as expliqué. On va en parler dans 2 secondes. Je voulais qu'on parle de la période Champs-Élysées, si tu veux bien, 2 minutes. C'est en 82, c'est ça? J'avais noté début de Champs-Élysées, donc une émission qui va devenir mythique, qui était une hebdomadaire, c'est ça? C'était sur France 2 à l'époque, sur Antenne 2, on disait. T'as reçu, j'ai noté Michael Jackson, Madonna, enfin... Plutôt qui tu n'as pas reçu de cette époque? Tu avais reçu vraiment tout le monde? Oui, où je suis allé les voir ailleurs. Madonna, je l'ai vu à Los Angeles. Et tu as vu Céline Dion toute petite quand elle est arrivée, vraiment? Elle avait 15 ans, 16 ans, oui. Des premières télé. Est-ce que tu vois tout de suite quand quelqu'un va réussir? Est-ce que tu avais l'œil à force de voir, tiens, bon, lui, il va pas durer, lui, bah, tu peux te tromper comme tous les humains, mais est-ce que tu ressentais quand même? Oui, mais c'était évident. La première fois que tu écoutes Cabrel, tu dis, oh, c'est Cabrel. Hein. La première fois que tu écoutes Souchon, et Alain, il a débuté chez nous dans les rendez-vous du dimanche. Les premières chansons étaient des bides, mais on sentait qu'il y avait quelque chose. Hein. Mais sinon, Céline Dion, c'était évident. Pour certains humoristes aussi. Moi, j'ai commencé avec Thierry Leluron, qui était le grand imitateur des années 60. C'est tellement évident. Canteloup, Laurent Gérard, c'était évident. Si c'est pas moi qui les avais mis dans la lumière, d'autres les auraient mis dans la lumière. Mais c'est vrai que, en revanche, dans d'autres domaines, quand j'ai demandé à Faustine Bollard d'être chroniqueuse chez nous, elle avait un truc. Elle avait déjà un truc. Elle avait du charme. Elle écrivait bien. Elle était déjà très au point. Mais sinon, oui, on sent quand même. Alors le problème, c'est que tu sens qu'une chanson peut être un tube. Mais après, est-ce qu'un simple, comme on disait dans les années 60, où il y avait 2 titres sur un petit disque, est-ce qu'une chanson, et puis plus rien, c'est compliqué? En 83, ton papa va décéder. Tu le disais tout à l'heure, il n'avait pas pu voir totalement tes articles sur les journaux. C'était Cristiano Ronaldo qui disait, joueur de foot, qui était très triste, il a perdu son père très tôt, il disait, il n'a pas vu ce que je suis devenu, etc. Ouais, c'est le plus gros regret de sa vie, de ne pas avoir... Mon père, il n'a pas vu Champs-Élysées, il n'a pas vu les rendez-vous du dimanche. Tous tes grands succès après, il ne les a pas connus? Non. Sinon, ma mère a connu Champs-Élysées, mon père n'a pas connu tout ça. Oui, c'est le grand regret, ça, c'est clair. C'est le grand regret parce que c'est la période... Jusqu'à maintenant, la période la plus faste, en tout cas celle qui m'a donné le plus de satisfaction, c'est Champs-Élysées, bien sûr. Mais Champs-Élysées, c'était pas un talk show, alors que Vivement Dimanche reste un talk show, et qui dure depuis 25 ans. Et je regrette qu'il n'ait pas regardé, parce que mes parents qui s'intéressaient beaucoup à la politique, qui étaient plutôt des intellos, mon père aurait été ravi de voir avec Sarkozy, avec l'impératrice d'Iran, avec Giscard, avec Mélenchon, car on a reçu tous ces gens-là. Il était fier de toi, de ce que tu étais devenu. Tu disais qu'il voulait absolument que tu deviennes médecin. Il a eu le temps de te le dire, par rapport à ton métier? Il n'a pas bien compris pendant longtemps, parce que le divertissement, c'est pas son truc. Il était plutôt Yehudi Menuhin, Dino Lipati, tous les grands pianistes de l'époque, ou les grands violonistes. Mes parents, venant de Roumanie et d'Europe centrale, ils étaient plutôt musique classique. Mais à la fin, il s'est quand même rendu compte.
il s'est rendu compte que, bon, il était très content que mon frère Jean fasse l'ENA et que mon frère Jacques soit interne des hôpitaux de Paris, grand médecin. Mais il s'est aperçu que faire ce que j'avais fait, c'était finalement aussi difficile. Parce que c'est compliqué. C'est beaucoup d'anxiété. Et puis c'est un métier... C'est un métier assez extraordinaire, la télévision. Surtout quand on l'a vu au début. J'aurais jamais imaginé, quand j'ai débuté, qu'il y aurait un jour le portable. J'aurais jamais imaginé qu'il y ait YouTube. La technologie. Qu'il y ait l'intelligence artificielle, qu'il y ait des drones avec des caméras. J'aurais jamais imaginé ça. Donc je suis à cheval sur 3 générations. Le seul moment où je suis en train de ramer, là, c'est l'informatique, les nouvelles technologies sont impressionnantes. Avec l'IA, ça évolue à une vitesse. Oui, mais cela dit, les nouvelles technologies me font rire aussi beaucoup. On va parler des humoristes, là, parce que il y a aussi une grande... Pour durer, il y a une chose qui est très importante, c'est l'autodérision. Se moquer de soi-même. Avoir un vrai recul là-dessus. Ce que les humoristes n'ont pas souvent. Souvent, les humoristes dont le métier est de nous flinguer tous, n'aiment pas quand ils s'en prennent. Ils n'aiment pas. Guy Bedos, je pense souvent à lui, il n'aimait pas qu'on se moque de lui. Les humoristes dont le métier est de rire au départ des autres n'aiment pas qu'on se moque d'eux. Ils sont très susceptibles. Tu parles d'autodérision. Est-ce que tu les vois parfois, les blagues sur toi, sur Twitter, oui. Comme quoi tu vas enterrer tout le monde? Oui, ça me fait marrer, ça. C'est là où l'informatique est... bon, les réseaux, les plateformes, ça me fait... J'y vais pas souvent, mais tout ce qu'il y a sur Internet, c'est très, très drôle. Le dernier en date, c'était si Michel Drucker vous propose un viager, soyez prudent, c'est un piège. ça me fait rire. Quand on met en reine d'Angleterre, en pape, tout ça, ça me fait beaucoup rire. Beaucoup, beaucoup. Non, mais j'aime bien ça. Et il y a des gens qui ont beaucoup d'imagination. Imagination, c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai toujours eu dans mes émissions des gens qui font de l'humour, ou quelqu'un comme Emmanuel Chonu, qui est un caricaturiste, un dessinateur de presse extraordinaire, qui est là pratiquement tous les dimanches. Mais c'est vrai que les humoristes, j'ai beaucoup appris avec les humoristes. C'est pour ça que j'ai fait de la scène et que j'adorais revenir sur scène. C'est que j'ai beaucoup appris de Thierry Le Luron, j'ai beaucoup appris de Bedos, de Desproges, de Bigard, de tous ces gens-là, de Coluche, qui ne sont pas faciles à manœuvrer quand même. Je peux te poser une question sur une amitié que tu as eue, parce qu'il n'est plus là, mais Johnny, Johnny, c'est autre chose. C'était un de tes amis. Johnny, c'était particulier. D'abord, il était suivi pendant des années. D'abord, Johnny, je le connais par ma femme, parce qu'il était très copain dans les années 60. L'époque du golfe d'Euro, tout ça, ils ont débuté ensemble dans les années 60. Et Johnny, je l'ai connu très très jeune, mais il avait du cœur, il avait une extraordinaire qualité, c'est que il se prenait pas au sérieux, alors qu'il aurait pu se prendre pour une star. Il était d'une modestie incroyable. Et puis, je suis allé chez lui souvent, j'ai vu des choses très très drôles. Il me racontait des choses très très très, très drôles. Et puis, je l'ai imité un jour. Johnny, j'ai essayé de t'imiter. Alors, j'ai testé mon imitation. Ça vaut le cul. C'est pas mal du tout. Tu sais que c'est pas mal du tout. Puis après, j'ai déconné avec lui, mais c'était quelqu'un de malheureux, de triste, nul de guéri de son enfance. Hein. Lui était très triste. Bon, il était plus ou moins abandonné. C'est son oncle Lee Hallyday qui l'a élevé avec sa tante. Quand il allait aux obsèques de son père, qui était un SDF en Belgique, il était tout seul sur sa tombe. Non, c'est quelqu'un qui a eu des mots. C'est tous les grands artistes. Piaf, n'en parlons pas. C'est Jean Malheureux? Ah oui. Malheureux, Piaf, pas en bonne santé. Elle a chanté dans les rues, elle était misérable. Non, il y a beaucoup de gens. Et j'ai une grande attirance pour ceux qui viennent de loin. Qui ont ramé. Autour de Coluche, il y avait beaucoup d'autodidactes comme ça. Hein, Gérard Lanvin, par exemple, qui était opus avec Coluche. Tous ces gens qui ont ramé beaucoup. Artus, qui est devenu maintenant une très grande vedette. Artus, bon, il faisait la cuisine, il était cuisinier dans les cantines. Et tous ces gens-là qui en ont vraiment bavé, qui ne sont pas avec une cuillère dans la bouche, c'est Jérôme, le petit Jérôme qui n'est pas là, on ne parle plus de lui. Il vient de loin également. Hervé Villard aussi, orphelin.
Qu'est-ce qu'il te dit, Johnny? Un jour, vous êtes en voiture, je sais que vous êtes dans sa Ferrari, et il a peur que tout s'arrête. Il voit ses ventes de disques baisser, parce que dans une carrière d'artiste, il n'y en a aucun qui est resté. Il y a une période, et tout le monde l'oublie, même les fans de Johnny actuels, c'est que ça ne marchait pas du tout. C'est en 1965-66, cure de sommeil, dépression nerveuse, il est en Suisse, il a tenté de se suicider, son couple bat de l'aile avec Sylvie Vartan, et... Je ne savais pas qu'il avait fait une tentative de suicide. Oui, bien sûr. Et Johnny revenait avec la chanson de Los Bravos, Black is Black, Noir c'est Noir. Il essaie de revenir avec ça. Donc il fait ça, il était terrorisé parce qu'il est rentré d'une mauvaise période. Il était angoissé, et puis il fait Noir c'est Noir, je dis tu vas faire un carton. Et puis on rentre le soir à 2h du matin en voiture. Alors c'est Johnny, très mutique, hein, Johnny. Johnny, il est capable de poser une question tous les quarts d'heure. Là, il peut ne pas parler avec toi? Si, mais là, il est concentré sur sa conduite, parce qu'il conduisait très très vite. Il avait une Ferrari. Il me disait, j'ai dit, est-ce que tu crois que ça va marcher pour moi? Ça va repartir? Je dis, oui, Johnny, ça va repartir. La chanson, c'est un tube. Je dis, et moi, est-ce que tu crois qu'on va me reprendre comme animateur de télé? Ouais, t'inquiète pas, etc. Vous doutiez tous les deux? Oui, complètement. On avait 23 ans chacun. Et à chaque fois, je disais, Johnny, tu crois? Il me disait, tu crois que ça va me repartir pour moi? Il regardait pas la route. Et je voyais le compteur 180, 190, 200. Je dis à 200, je dis, écoute, Johnny, compte tenu de la vitesse à laquelle on va, on n'aura jamais la réponse. On est mort. Avant d'arriver à Paris, on sera mort. Alors lui, il me dit, non, c'était pas une Ferrari, c'était une Maserati. Et tu te trompes, je roulais à 220. Ah, non. Mais il est étonnant, Johnny. Johnny qui me... Un jour, il m'appelle sur la nuit. Je le raconte sur scène, mais j'aime bien le raconter car c'est une anecdote extraordinaire. En pleine nuit. Il peut t'appeler en pleine nuit, ouais. Il était sur le Yonleyu, son bateau, un yacht dans les Caraïbes. Ah, Michel, c'est Johnny. Qu'est-ce que tu fais? Je dis, je dors. Réveille-toi. Est-ce que tu as vu le film Apocalypse Now de Francis Ford Coppola, avec les hélicoptères au Vietnam qui arrivent de ça? Oui. Eh ben pour le Stade de France, on va arriver comme dans Apocalypse Now. Tu vas arriver en hélico, comme ça, et tu vas me déposer sur la Fule. Bonne nuit. Parce que tu pilotes des hélicoptères. À l'époque, c'est mon seul diplôme que j'ai. Tu pilotais les hélicos. T'avais ton hélico à toi? Non. C'était comme... Non. Tu pouvais piloter les hélicos, tu louais. Oui. Et Johnny, j'ai rêvé. Et régulièrement, il m'a appelé. C'était 6 mois avant le Stade de France. Toutes les semaines. Voulais que tu le déposes au-dessus de la foule? Au téléphone, toutes les semaines. Dring. Ah ouais, on sommeillait. Tiens, c'est Johnny, qu'est-ce que tu fais? Je dis, je dors. Puis tu dors tout le temps? Je dis, écoute, Johnny, je dors tout le temps, il est 4h du matin. Ils sont prêts, les hélicos? Je dis, Johnny n'a pas le droit. Si, les Beatles ont eu le droit, ils se sont posés à San Francisco dans un stade. Oui, mais j'avais une dizaine d'hélicoptères. Il faut une dizaine d'hélicoptères. On n'a pas le droit de survoler une foule. Ah! On n'a pas le droit. Mais écoute, démerde-toi. J'ai fait le maximum. J'obtiens un hélicoptère. J'ai appelé tout le monde. L'Élysée, la Seine-Saint-Denis, la sécurité civile, etc. Bon, d'accord. Je dis ce que je vais faire. Ici, les Moulineaux, on arrive au Stade de France, un circulaire, et je descendrai avec un treuil. Mais j'avais pris un copilote avec moi. Donc, voilà. Et tu le descends en rappel? Et les images existent. Tu es au-dessus de 80 000 personnes? Alors, on l'a repéré d'abord le stade vide. Alors, on y va. Et puis, j'ai dit, écoute, Johnny, ce qu'on va faire. Je t'ai obtenu un hélico. C'est pas beaucoup. Je dis, comment ça, c'est pas beaucoup? J'en veux 4. Je dis, mais c'est pas comme des... Donnez-moi 4 tartes aux prunes. Je dis, un hélico. Alors, voilà ce que tu vas faire. Écoute bien. On va décoller d'ici les Moulineaux. Il sera à 20h20, pile. Tu es sur scène à 45. On va décoller. Stationnaire au niveau du 2e étage de la Tour Eiffel pour montrer un peu la hauteur. Roland-Garros, l'hippodrome, Auteuil, direction la Seine-Saint-Denis. Saint-Denis, Stade de France, il y aura 14 caméras. Bernard Schmitt, ton metteur en scène, sera là avec Talkie Walkie. On va aller au bord. On va faire un stationnaire à peu près une quinzaine de mètres du bord du toit. Tu vas descendre en treuil, tu vas t'immobiliser, tu enlèves ton mousqueton et tu salues la foule et on coupe.
J'ai rien compris. Ben, si on le fait, on décolle, pile poil. Et au-dessus Au-dessus du Stade de France? Non, même pas au-dessus de Roland-Garros, au début. C'était au début du trajet, Oui. ouais. Arrête ça tout de suite, dans le cas, c'est bon. Johnny, ça fait 6 mois que tu me gonfles avec ça, c'est vrai. Arrête ça tout de suite, j'ai le vertige. Je dis, comment ça, oui, déjà tout petit, j'avais le vertige. Je dis, mais Johnny, tu pouvais pas dire plus tôt? Non, je vais gerber, et si tu me poses pas, je vais gerber sur le Stade de France. Et finalement, il l'a fait. C'est extraordinaire. J'ai des images. Hein. Et à la fin, j'avais pris, moi, une moto. Avec l'hélicoptère, on était rentrés, puis moto, pour que j'assiste à la fin du spectacle. Et j'arrive dans sa loge au Stade de France. Je dis, alors, Johnny, on a heureux quand même. Hein? On l'a fait. Il me dit, oui, pourquoi t'as eu peur? Ça, c'était Johnny. Et qu'est-ce qui vous réunit? Pourquoi vous étiez amis? Parce que vous aviez tellement de points. Parce qu'on avait débuté ensemble, parce qu'il m'aimait bien, et puis parce qu'il était très lié à mon épouse Dany, il se connaissait bien. Et puis il avait toujours fait des émissions sympas, il était content de venir. Et puis, c'est créé avec le temps, quoi, l'amitié? Oui, avec le temps. Il m'aimait bien parce que j'étais pas son groupie, comme Claude François. J'étais pas le groupie, je faisais pas partie de la cour. Mais il m'aimait bien, et puis je le trouvais extrêmement gentil. Mais tu veux que je te raconte, tu veux raconter les yaourts? Le yaourt? Les yaourts. Non, c'est quoi? Il m'invite à déjeuner, chez lui. D'abord, il me dit un jour, comment ça se fait que tu as cette silhouette pour ton âge? Qu'est-ce que tu fais? Je dis, je fais du sport, puis je fais beaucoup de vélo. Je vais faire du vélo. Alors j'achète un vélo sur mesure, carbone. On prend ses mesures et tout ça. Et j'arrive un jour à midi, il avait oublié, mais on avait rendez-vous chez lui à midi, à Marne-la-Coquette, dans sa maison. Je sonne, personne ne répond, je sonne encore. J'avais le code pour entrer dans le parc, puis après, il n'y avait pas de code pour entrer chez lui. Et je vois Johnny endormi, en plein sommeil, en caleçon. Qu'est-ce que tu veux? Je dis, Johnny, le vélo. Quel vélo? Mais on doit faire du vélo aujourd'hui. Ah, j'avais oublié. Bon, pose-le là. Et moi, j'étais en tenue de vélo. J'étais en cycliste, ouais. Moi, j'étais en cycliste avec, voilà. Et les lunettes et tout. Comme un hublot, tout ça, les lunettes, le cadre. Pas très essayant, hein. Le collant des frères Jacques, tout ça, avec des chaussures en pingouin. La tenue du cycliste. Le vrai cycliste qui était au Tour de France, quoi. Voilà, et je lui avais amené ses vêtements. Il avait le vélo, et je lui avais amené ses vêtements. Je lui avais donné un vêtement vert ou jaune, moi j'avais vert. Je l'avais équipé, ouais. Et d'abord, il me regarde, il me dit, tu t'es vu ce matin? T'as vu? Non, mais on dirait un danseur qui ne sait pas danser. Mais je lui ai dit, mais c'est la tenue de vélo. Et tu veux que je porte ça? Alors, là, il avait beaucoup d'humour, il me dit, alors moi, toi, tu as un maillot vert, moi, un maillot jaune. Alors moi, je vais être bégon jaune et toi, bégon vert. Mais il n'a jamais fait de vélo, jamais. Et un jour, je viens déjeuner chez lui, samedi, et ça s'éternise. Bon, il fallait faire la conversation. Il y avait Laetitia, il y avait toute sa famille, sa belle famille. Voilà, on déjeune. Il était endormi parce qu'il ne dort pas la nuit, donc il avait des comprimés. Il regarde un film. Il regardait 1 ou 2 films toutes les nuits. Et puis, à la fin, il n'y a plus de sujet de conversation. Et je dis, qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire? On est ensemble depuis 2h30, il y a le café qui va arriver. C'était un taiseux, il ne parlait pas beaucoup du tout? Non, très, très muet comme ça. Il pouvait t'inviter, ne pas parler? Assez peu. Incroyable. Assez peu, mais il fallait bien le connaître. De temps en temps, il sortait un truc très drôle. Alors, à un moment donné, je lui dis, disons, Johnny, qu'est-ce qu'ils sont bons tes yaourts? T'imagines? Je savais pas qu'en disant un truc aussi banal, ça allait m'entraîner très loin. Je lui dis, qu'est-ce qu'ils sont bons tes yaourts? Et là, il me fait un cours de yaourt. Tout le monde me le dit. Il y a des yaourts aux fruits, aux pêches, aux poires, voilà, bien là, aux fraises, machin, aux myrtilles. Ils viennent de Suisse. Et il me dit, comme mes petits, quels petits? Mes petits Suisses, d'accord, très bien. Et alors, il me dit, mais goûte-en un. Très bien, genre, ils sont bons, vraiment. Et c'est fini. Il me raccompagne à ma voiture, à la fin du déjeuner. Il me met
pour Dany, pour ma femme, tiens, tu t'en ça à Dany, une caisse de yaourt dans mon coffre. J'arrive chez moi, mais c'est quoi ça? Je viens de chez Johnny. Je sais plus qui t'a donné, il a fait les cours. Fin, c'est pas fini. Vivement dimanche, un mois après, on lui fait toute sa carrière. Et au cinéma, il y a Lelouch, il y a Jean Reno, il y a tous ses copains acteurs, voilà. Cinéma. Et il est ravi. Puis au bout d'une heure et demie, on s'arrête, subitement, je veux te parler. C'était assez bon comédien, et là, il fait la gueule. Pendant le magnéto, là, je veux te parler. Viens dans ma loge. J'invente une panne technique, excusez-nous, on en a pour 5 minutes, et on va dans sa loge. Il claque la porte. Il me dit, voilà, j'ai un truc à te dire très important. On est copains depuis longtemps, je t'ai jamais fait de cadeau, je t'ai apporté des yaourts. En pleine émission. Qu'est-ce de yaourt? Je dis, mais Johnny, mais ça pouvait pas attendre la fin de l'émission. Il y a encore plein d'invités à toi, on a encore 2 heures d'émission à faire. Non, je vais te les offrir tout de suite. Guzzo, encore, ça va donner un cul de fouet. Et c'est pas fini. Écoute bien ce que je vais te dire. Authentique. Hein. 1 mois ou 2 mois après, 11h du matin, au pavillon Gabriel, où je faisais mon émission, on me dit, il y a M. Hallyday qui est là. Je dis, M. Hallyday? Il est 11h du matin. Il dort à ce temps-là. Non, il est là. C'était lui. Cucu. Comment vas-tu? Mais qu'est-ce que tu fais là, Johnny? Je faisais des courses. Et je pensais te faire plaisir. Je t'ai amené tes yaourts. On a poursuivi pendant des mois. C'était Johnny. Laurent Gérard se le payait. Laurent Gérard, il limite très bien, ouais. Remarquable. Un imitateur, Ils ont Laurent même Gérard. chanté ensemble. Et puis, il trouvait ça... On lui dit, mais c'est très drôle, tu sais, très drôle. Et puis Laetitia Hallyday lui avait dit un jour, mais dis donc, tu seras très drôle, mais il se fout de ta gueule. Il se fout de ta gueule tous les dimanches, Laurent Gérard. Alors subitement, il ne trouvait pas ça drôle. Puis un jour, il me dit, il m'appelle, il avait vu Laurent Gérard l'imiter, il m'appelle, il me dit, ah, c'est joli, tu diras à Laurent Gérard que s'il recommence à m'imiter, et j'y pète la gueule, salut. J'écoute Johnny. Et j'ai dit, écoute Johnny, Laurent Gérard est à l'Olympia. Viens avec moi. Il te rend hommage, car c'est un hommage qu'il te rend. Bon, évidemment, ça te plaît pas, parce qu'il chantait La Bonne du Curé en rock. Il chantait La Bonne du Curé d'Annie Cordy en rock, à la manière de Johnny. Finalement, quand il va arriver sur scène, tu te lèves, on était au balcon, tu te lèves avec moi et tu l'applaudis à tout rompre. Et tous les gens vont dire, waouh, il le fait. Tout le monde se lève et tout le monde applaudit en disant... Il a de l'autorisation, ouais. Il dit, t'as vu comme j'ai de l'humour? Et puis ils sont devenus copains et ils ont chanté ensemble. Putain, c'est marrant. Ils chantaient ensemble. Il y a, au Parc des Princes, au Stade de France, il est venu chanter en duo avec lui, parce qu'il chante bien, Laurent Gérard. Très, très bien. Non, mais Johnny, il me manque beaucoup. Puis quand j'ai rendu hommage, j'ai craqué, j'ai eu du mal à terminer l'émission. Le 5 décembre 2017, il est décédé. 74 ans, il avait. Ouais, Vous aviez à peu près le même âge? Oui, ça fait 10 ans. Oui, il aurait en décembre, il aurait 82 vous aviez ans. Ouais, c'est ça. 82 ans en décembre. Et comment t'as appris qu'il était parti? Je savais qu'il était très, très, très malade. Je savais qu'il était malade parce que je connaissais un médecin qui le soignait. Et je savais déjà qu'il était mourant dans la tournée des vieilles canailles. Des vieilles canailles. Dans les vieilles canailles, il faut savoir quand même que Johnny, il a fait toute la tournée, une quinzaine de dates. Avec Eddie Mitchell? Il était mort avec Eddie Mitchell et Dutronc. De temps en temps, ils étaient à 3, mais pas longtemps. Quand Dutronc était seul, il allait en coulisses, et quand Dutronc était en duo avec Mitchell, il avait des plages où il chantait pas. Il sortait de scène, mais il sortait de scène, le temps presque de changer de costume, c'est-à-dire 4-5 minutes. Il sortait de scène, masse à oxygène. Il était mourant. Il a fait cette tournée-là. Donc je savais qu'il allait mourir. Mais il a eu un courage incroyable. Bon, il a fait fort. Il s'est cassé beaucoup. Il avait les mal au dos avec le Paris-Dakar. Il était revenu presque handicapé du dos. Et puis il avait fait tous les excès possibles et imaginables, Johnny. C'était quelqu'un d'extrêmement généreux. Extrêmement généreux. Et j'attends avec impatience le film de Cédric Genès qui va faire un biopic de Johnny avec Raphaël Quenard. Qui est venu ici, on l'a reçu il n'y a pas longtemps. Il est extraordinaire, Raphaël Quenard. Ouais. T'as vu le gars, hein? Il est génial, il est génial. Génial. Et Raphaël Quenard,
qui a la silhouette qu'il faut, est en train de travailler. Et avec Cédric Jiménez, il va faire le Johnny à l'écran, comme il y a eu des films sur Elvis Presley. Hein. Mais ça va être formidable. Mais c'était un mec formidable, surtout désintéressé et profondément gentil, pas star du tout, d'une grande modestie, alors qu'il aurait pu... Mais pas heureux, pas doué pour le bonheur. Le jour où tu le retrouveras là-haut... Le jour où je retrouve Johnny, là, ça va être formidable. Il va venir, tu bois un cul, et puis il me dit, t'es venu en hélicoptère. Le jour où je partirai, moi, t'imagines l'émission de télé que je vais faire avec Aznavour, avec Claude François. T'imagines Aznavour, Claude François, avec Johnny, avec Balavoine. Tu te rends compte l'émission qu'on va pouvoir faire? Tu penses qu'il y a quoi après? Après? Oui. Il y a la télé. Écoute, je ne suis pas croyant. Et quand j'étais très très mal à l'hôpital, avec le pronostic vital engagé... Tu as eu 2 opérations, hein, c'est ça? Deux opérations à 3 ans d'intervalle. Tu m'as montré, tu as une énorme cicatrice, tu as été complètement ouvert. Oui, les deux. Et donc, j'aurais dû ne jamais revenir, ne jamais récupérer, tellement c'était compliqué. Mais il y a des moments où, quand je savais que le pronostic vital est engagé et que j'aurais pu ne plus être là le lendemain... Ils te le disent? Non, mais les infirmières me l'ont fait comprendre. Je me suis dit, bon... Est-ce qu'il y a une vie après la vie? Je me suis posé la question. Quand on est devant, on se pose la question. Mais cela dit, j'ai quand même... La mort a frappé à la porte. Hein. J'ai fait comme les Marx Brothers ou Woody Allen. Voilà. Quand la mort va frapper à ma porte, j'ouvre pas. Mais j'ai senti que j'allais peut-être ne plus être là, ou en tout cas, je le souhaitais car je voulais pas être handicapé. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Il m'est arrivé un truc tout bête. J'ai eu un soin dentaire et j'ai eu une bactérie qui... Chez le dentiste? Un soin dentaire, car il faut, ce que je ne savais pas, mais je dis ça à tes amis de YouTube, si vous allez faire un soin dentaire, prenez toujours un antibiotique avant. Et le dentiste doit vous le demander. Si vous avez une insuffisance cardiaque ou un doute, hop. Petit antibiotique avant. Il faut demander à votre médecin, vous ne le prenez pas tout seul. Mais... Et moi, je n'ai pas pris d'antibiotique. J'ai une bactérie qui est partie. Comme un staphylocoque, un truc que tu travailles à l'hôpital. Une bactérie qui est partie partout. Dans les reins, dans les jambes, dans les reins, partout. Dans la jambe. Et ça risquait de monter au cerveau et je risquais de faire 2 AVC. Donc j'étais sous antibiotiques pendant des mois et des mois et des mois. Comment tu le ressens? J'avais de la fièvre. Je me sentais mal. Fièvre. Puis en vélo, au bout de 5 km, je descendais de vélo, je ne pouvais plus nager, plus de souffle. J'ai senti que j'avais un truc. Ça dure longtemps, tu dis? Plusieurs mois? Pendant plusieurs mois, je me sentais faiblard. Et puis, avec un souffle un peu court, et quand j'ai été à l'hôpital Georges Pompidou, on m'a fait des examens sanguins pendant un mois. Et au bout d'un mois, on m'a dit... Il y a un truc qui ne va pas? On m'a dit, faut opérer. Ah, putain. Ah, à cœur ouvert, oui. Opération compliquée pour changer la valve. Je m'en sors miraculeusement. Pendant ce temps-là, mes patrons m'attendent. Et les gens du métier m'attendent. Il y a aussi le Covid qui a bien arrangé les choses. Et puis, je reprends l'effort, je reprends mon job. 1 an et demi après, rebelote. Je faisais une émission avec Adamo, je me souviens. Et j'avais de la fièvre, j'étais pas bien. Et j'ai senti que j'allais mal. Après l'émission, je suis foncé à Pompidou. Tu finis l'émission quand même? Oui, j'avais 38 de fièvre, mais je l'ai fait. Je ne pouvais pas planter tout le monde, je n'allais pas leur dire 1 heure avant, t'imagines. Donc je l'ai fait. Et je sentais que c'était limite, mais ça ne se voyait pas. Et je suis reparti à l'hôpital. On m'a refait des examens, on me dit, Michel, mauvaise nouvelle. Rebelote. J'ai une autre bactérie très proche de la première sur la valve. 2e opération. Bon. Et là, il y a 4 personnes que je tiens absolument à citer. Quand on me demande maintenant qui sont vos idoles, qui sont vos idoles, eh ben non, mes idoles, c'est pas ni les chanteurs, ni les stars de cinéma, ni les joueurs de foot. Mes idoles, ils s'appellent Albert Agege, patron du service de cardiologie Pompidou, un des plus grands professeurs du monde.
Paul Achou, Libanais, chirurgien qui m'a opéré. Michel Desnos, un ancien de Pompidou qui m'avait déjà suivi il y a 40 ans, et Marc Dufour qui m'a fait ma rééducation. C'est ça mes idoles. Et je suis resté ami avec eux. Parce que d'abord, ils sont... resté ami avec les médecins qui t'ont sauvé? Très, je les vois régulièrement, on s'appelle toutes les semaines. Et ils m'ont sauvé la vie. Et ils sont devenus très copains avec moi parce qu'ils me disent, quand tu vas à Pompidou, où mon dossier est un peu partout, ils te diront que le seul miraculé qu'ils ont connu dans leur vie, c'est Drucker. Qu'il soit sorti indemne d'une telle opération, c'est miraculeux. Ils pensaient qu'il ne t'en sortirait pas. Non, mais que j'aurais des séquelles. J'aurais dû avoir des séquelles, j'aurais dû ne plus jamais marcher et tout ça. On a fait me couper la jambe aussi. Donc ça, voilà. J'ai beaucoup appris à l'hôpital. Je connaissais un peu le monde hospitalier parce que mon père était médecin et mon frère Jacques était un grand médecin. Mais quand tu es visiteur ou visité, c'est pas la même chose. Non. Quand tu vas dans une chambre d'hôpital remonter le moral à un copain, où tu l'amènes un truc, une belle de chocolat, et tu tiens. Et puis le jour où c'est toi qui es dans le lit avec t'es intubé de tous les côtés, c'est plus la même chose. T'as dit au revoir, comment tu fais? Est-ce que tu dis au revoir à ta femme au cas où? Comment on se prépare c'est-à-dire qu'ils ont été... De temps en temps, il y a des choses un peu angoissantes. Tu vois l'anesthésiste, 4 jours avant. Il dit, voilà, on va vous opérer, une longue opération, 2 fois. Si ça se passe mal pendant l'opération, qui je dois appeler? Je dis, répétez-moi ça. Si ça se passe mal, j'appelle qui? Mais ça se passe mal, ça veut dire quoi? Bah, je ne fais pas de dessin. C'est-à-dire, où vous avez un malaise et il y a un grave problème, et l'opération se termine par un drame, ou vous aurez peut-être des séquelles. T'imagines? Ça te remonte le moral, ça. Putain. Alors j'ai dit, de toute façon, vous appelez ma femme, mais de toute façon, vous m'appelez moi, car il n'y aura pas de séquelles. vous m'appelez moi parce que je vais pas mourir. Mais tu te poses des questions. Tu vois ta vie passer. Ça va mieux maintenant? Oui, ça va mieux. Ça va mieux, là. J'avais une autonomie de 2-3 heures pour YouTube. Non, bien sûr, ça va mieux, mais à quel prix? Je me repose beaucoup, je réfléchis beaucoup, je regarde beaucoup la télé, je marche beaucoup, je fais du rameur. Merci Jean-Claude Killy. Tu continues de faire du sport, là? Oui, je fais à peu près, en gros, 4 heures par semaine, quoi. 5 heures par semaine. Tout à l'heure, tu disais, pour parler de... Tu disais, j'ai rencontré tous les politiques, Nicolas Sarkozy. Tu as rencontré le président actuel, oui. Emmanuel Macron? Oui, il m'a décoré. Il t'a décoré? Oui, il m'a décoré de commandeur de la Légion d'honneur, il n'y a pas très longtemps. Alors, si ma mère avait été là, elle aurait dit, mais quel titre? Parce que comme j'avais été fait chevalier par François Mitterrand, officier par Jacques Chirac, j'avais la 3e. Donc, la prochaine fois, c'est sans le sapin. La prochaine décoration, c'est la mort. Mais oui, je l'ai rencontré, bien sûr. Je les ai tous rencontrés. Et celui qui était le meilleur, celui qui connaît le mieux la télévision, oui. C'est Nicolas Sarkozy. Ah bon? Ah ouais. En télé, quel communicant. Très, très bon en télé. Et puis, avec tout ce qu'il traverse, il a un mental d'acier. Mais sa première femme, Cécilia, femme de Jacques Martin, elle a travaillé pendant 10 ans sur... le dimanche après-midi avec lui, et puis Carla. Donc Carla, musicienne, auteur, il connaît ce métier par cœur. Il est très très bon. Mais Macron, brillant. Très brillant. Il t'a posé des questions, Emmanuel Macron? Oui. Il m'a posé certaines mêmes questions que tu m'as posées. La première question pas posée, je suis allé en Afrique avec lui, c'est comment tu as fait, parce qu'on s'est tutoyé tout de suite. Il était tellement jeune, c'était il y a 5 ans. Comment tu as fait pour être encore dans cet état? Et comment tu as fait pour durer? Et deuxième question, qu'est-ce que tu me conseilles? Sur quoi? Pour la durée. Voilà. Mais c'est Johnny. Johnny me disait souvent... comment ça se fait? Parce que Johnny, il se démaquillait souvent dans ma loge après une émission de télévision ou ailleurs. Il disait toujours, comment t'as fait? Parce que tu fais pas ton âge, alors que moi je fais mon âge. Comment ça fait pour que tu aies cette silhouette comme ça? Je dis, Johnny, j'ai bu de l'eau,
j'ai pas fumé, j'ai travaillé, j'ai dormi, et je suis marié avec la même femme que tu connais c'était l'époque, depuis 40 ans déjà. Et il me réfléchissait, il dit, quelle vie de con. C'est comme ça qu'il m'a résumé ma carrière, Johnny. Mais les hommes politiques, je t'en dis un petit mot des hommes politiques. Ce qu'ils encaissent, comment ils font? Parce que leur famille, leurs parents, leur grand-mère, leur beau-père, leur belle-mère, leurs amis, ils n'ont rien demandé. Qu'est-ce que c'est que le fils de Nicolas Sarkozy, qui pourra faire carrière, à mon avis? Son fils est très doué. Celui qui a grandi aux États-Unis. Louis? Oui, oui, Louis. Et comment ils encaissent ça? Comment Bayrou encaisse ça? Avec ce qu'ils prennent dans la tête? Parce que dans les talk-shows maintenant, dans les réseaux sociaux, mais également dans les chaînes d'infos continues, qu'est-ce qu'ils leur mettent dans la tête? J'ai jamais vu ça. Tu as rencontré Jacques Chirac, Mitterrand, à l'époque, il y en avait un qui était très séducteur, où tu t'es dit, lui, il est vraiment très grand séducteur. Mitterrand. Mitterrand. Non, ils étaient tous ces séducteurs. Tous. Tous. Jacques Chirac, n'en parlons pas. Giscard, n'en parlons pas. Sarko est très séduisant. Hollande, grand séducteur. Hein. Hollande, le parcours d'Hollande, c'est assez étonnant. Hein. Et Mitterrand, grand séducteur. Mitterrand, il avait été l'amant de Catherine Langer, la première speakerine de la télévision qui avait épousé Pierre Sabat, qui était un grand patron. Mais Mitterrand, moi j'ai une productrice qui s'appelle Michel Arnaud, qui m'a fait débuter dans ce métier, qui était une chanteuse de rive gauche, un peu intello, brillante. Et quand elle m'a engagé pour présenter Champs-Élysées, elle a trouvé que je faisais un peu province. Elle m'a dit, vous faites un peu province. J'étais reporter sportif, tout ça. Bon, on va faire un essai. Et alors, si vous voulez avancer dans ce métier pour durer, déjà à l'époque, je lui ai demandé comment on fait pour durer. Et j'avais 22 ans. Et elle m'a dit, travailler plus que les autres, savoir qui est qui, savoir tout sur tout le monde, qui couche avec tout le monde, qui a couché avec quelqu'un. Connaître les ragots, quoi. Connaître les ragots. Vous écoutez tout. Après, vous faites la synthèse. Et par exemple, si vous entendez comme ragot que j'ai été la maîtresse de Mitterrand, c'est vrai. Voilà. Il avait combien de maîtresses, Mitterrand? Je ne sais pas, mais il y en a eu beaucoup. Hein. C'est un grand séducteur. Hein. Toi, tu as été proche de président avec un succès à la télé comme ça? Est-ce qu'il y en a qui sont devenus un peu à un moment donné, je voyais beaucoup Sarko, on a fait du vélo ensemble, beaucoup. C'est un grand sportif. Et puis, j'ai eu une relation assez amicale. J'ai eu une relation très amicale avec Macron et son épouse, et Brigitte. Macron, c'est le plus jeune. Hein. Mais je dois dire que Giscard m'amusait beaucoup, parce qu'on a fait je les ai bien connus, tous ces gens-là, parce que j'ai fait des émissions avec eux, très longues, des Vivement Dimanche. Donc voilà, Giscard est extrêmement brillant, mais ils sont tous assez étonnants. Mais la seule chose... De Gaulle, je l'ai approché, mais je ne l'ai pas interviewé, parce que j'assistais à sa conférence de presse. J'aurais bien aimé faire une émission avec De Gaulle. Qu'est-ce que tu pardonnes pas, toi? Parce que même si tu es gentil, tu dois à des moments dire stop, comme chaque être humain. Est-ce qu'il y a un truc que tu pardonnes pas? Je pardonne pas la connerie, mais qu'est-ce que tu veux? Comme dirait Brassens, quand on est con, on est con. Non, je pardonne pas la trahison. Mais j'ai pas été souvent trahi. Mais si tu veux... Non, et sauf que le pardon est un mot trop fort, mais j'ai du mal à supporter les gens qui ont oublié d'où ils viennent. Voilà, qui ont oublié d'où ils viennent. Et qui ont du mal à raconter leur passé pas très glorieux. Il n'y a pas de honte à avoir ramé jeune, avoir été pauvre, avoir été dans un milieu défavorisé et devenir quelqu'un, au contraire. Mais c'est vrai que j'ai ce défaut-là de cette bienveillance chronique, mais j'étais comme ça, gamin. J'ai pas de rancune, mais j'ai de la mémoire. Je sais qui est qui. Je peux avoir la dent dure, mais pour rigoler. C'est-à-dire, je me moque plus que je flingue, moi. Mais j'aime pas être fâché avec les gens. Mais comme dirait Guy Bedos, le meilleur moment de la fâcherie, c'est la réconciliation.
t'es une référence pour toutes les générations, même dans les visiteurs, on voit, t'es dans les films. Tiens, vous connaissez pas Michel Drucker? Ben, c'est qu'il y a un problème, là. Ça me fait rire. Il y a une amnésie. Ça te fait marrer quand Oui. Les nouvelles générations te connaissent aussi? Oui. Ce qui me fait marrer, c'est quand je me balade dans Paris, ou même le soir, etc., quand il m'arrive de rentrer un petit peu plus tard, et qu'il y a des mecs des quartiers, des mecs banlieues, des rappeurs à fond la caisse, avec les vitres ouvertes, et avec le rap, le dernier rap à la mode, plein pot, ils freinent au feu rouge, hey, ça va Michel, viens manger un couscous dimanche. Là. Ils me connaissent. Ils te connaissent? Ouais. Mais ça, j'aime. Non, mais j'ai une chance folle quand même. Tu sais, c'est très, très agréable d'être aimé des gens. Très, très. Les mecs qui disent j'ai pas le temps, barrez-vous, etc. Ils ont tort parce que le jour où ça s'arrête, ils s'apercevront que sans le public, ils sont un peu orphelins quand même. Pour terminer, qu'est-ce qui a changé dans la télé aujourd'hui? Par rapport à la télé que toi, tu as Ça, connue à toi, l'époque? Toi, quand on s'est rencontrés pour la première fois sur la couverture du TV Magazine et Figaro sur la terrasse, tout le monde m'a dit, tu sais, Guillaume Pley, etc. Et je t'avais aperçu rapidement. C'est là où je me suis rendu compte. Ce qui a changé, c'est ça. Ce qui a changé, c'est les portables. Ce qui a changé, c'est que tout va trop vite. Je dis bien trop vite. Maintenant, on vit la vitesse d'un clip. Et moi, je suis plutôt un gars des longs métrages. Tout va trop vite. On n'a pas le temps. C'est pour ça que j'ai encore beaucoup de chance sur mon canapé le dimanche de prendre mon temps et de me poser. Parce que sans ça, ça va trop vite. Tu préfères une émission où on prend le temps? Oui. Oui. Est-ce qu'on rentre plus dans les sujets aujourd'hui, qu'on va trop vite? Comment tu veux... Vous avez un sujet au JT, c'est 1 minute 30. Il faut aller vite, peur que les gens s'en aillent. Surtout quand il y a de la pub. Mais ça va trop vite. Mais dire que c'était mieux avant, il y avait beaucoup de choses qui étaient mieux avant. Bien sûr. Mais il y a... D'autres choses moins bien, oui. Mais les mieux avant, les mères qui allaient au lavoir pour laver Et quand t'allais chez le dentiste il y a 80 ans, je pense que c'était moins grave. Bon, au lavoir, aller faire le marché à 10 km, être dans le froid, il n'y avait pas la contraception, il n'y avait pas tout ça. Il y avait moins de drogue, je pense, mais c'est compensé par l'alcool. Mais beaucoup de choses ont changé, mais dans certains domaines, c'était mieux avant. Mais sans être nostalgique. Bien sûr, mais c'est pas être vieux con de dire tiens, il y a des choses qui étaient mieux et d'autres moins bien. C'était mieux. Alors je vais être pris pour un réac, mais c'était mieux avant. C'était bien de faire son service militaire. Moi, j'ai beaucoup appris. Et c'était bien de ne pas rentrer trop tard. Et c'était bien de respecter les flics. Tout ça, c'est... Alors, quand on dit ça, on a l'impression d'être un... Non, non, y a pas de... non, pas du tout. Pas du tout. C'est intéressant. Et ne pas répondre à son professeur, ne pas insulter son prof, bah oui, c'était la moindre des choses. Quoi. Il y avait plus de règles. Hein? Enfin, ça respectait plus les règles. Oui. Oui, et puis bon, maintenant, je veux dire, être enseignant, je ne sais pas comment ils font. C'est-à-dire un enseignant qui fait 2 remarques à un gamin, le gamin amène ses parents et qui menace le professeur. Ben, vous avez remarqué, dans les journaux, tous les enseignants ont peur. Ils ont très très peur. C'est quoi je parle plus à l'humain, et je parle pas personnage de télévision, mais tu as 83 ans aujourd'hui, quand tu dis, tiens, pour les enfants qui arrivent, qu'est-ce qui te fait le plus peur aujourd'hui pour la génération qui arrive? La violence. La violence? Ouais. Moi, jamais j'aurais imaginé qu'il y aurait 3 à 10 rixes par jour à Paris ou en province avec des mômes de 16 ans avec un couteau dans la poche. J'aurais imaginé ça, jamais. Jamais. C'est-à-dire, quand on voit maintenant les agressions, c'est au couteau. Au mieux. Hein? Au mieux. Donc c'est ça, c'est la violence qui me fait peur. La violence ambiante. Il y a une atmosphère très anxiogène, quoi. Toi, tu sens la différence par rapport à quand tu étais petit? Ah oui. Oui, je sens une très très grande différence. Et pourtant, être parent aujourd'hui, c'est pas de la tarte, quoi. C'est ça le problème. Mais ça va changer, ça. Le balancier va retomber. Mais il y a une génération qui est perdue, là. Parce que je vois pas comment on peut récupérer des mômes de 15 ou 16 ans dont les parents ont déjà connu la prison. Moi, je pars de temps en temps. J'ai vu un jeune, l'autre jour, j'ai bavardé avec lui. Bon, là, on bavardait, etc., très sympa. Hey, je te paye un truc, non, j'ai pas le temps. Et je parlais avec lui. Et je dis, et ton père, qu'est-ce qu'il fait? Il me dit, il a fleuré Mérogis. Très bien. C'est ça, il y a une deuxième génération.
il y a une génération de délinquants dont les parents ont été délinquants. Donc c'est ça qui fait peur. Mais cela dit, ce qui a changé le plus à la télévision, c'est qu'on la regarde plus comme avant. On regarde la télévision sur son portable. Sur le portable? Oui, sur le portable. Et donc ça, c'est nouveau. Mais il y a des facilités incroyables. J'ai pas le 10e des applications que les bons ont sur mon téléphone. Mais 82% des vidéos, l'année dernière, ont été vues sur un téléphone portable. 82% en France, des vidéos. Sondage, là, donc c'est pour ça, on est que sur, maintenant les réseaux sociaux, c'est 82% des vidéos regardées. Télé, cinéma, tout confondu. Non, puis ce qui a beaucoup changé, c'est on est une génération d'hommes politiques qui est tellement pas au niveau. Quand on a connu l'époque de Gaulle, de René Copsy, de Michel Debré, qui a fait la Ve République, quand on a connu Mendès France, quand on a connu Michel Rocard, même Mitterrand, jusqu'à Sarko. Jusqu'à Sarko, maintenant il y a une génération. Là, on a eu je ne sais pas combien de ministres nouveaux, on en connaît très très peu. Et puis ce qui a changé également, et ça je trouve que c'est très dangereux, c'est qu'on se moque de tout. On rit de tout. Est-ce qu'on peut rire de tout ? Tu as fait des spectacles, tu as fait des one-man shows. Oui. Tu as fait 2 spectacles aujourd'hui. Oui. Est-ce que tu as envie de remonter sur scène un jour ? Oui, absolument. Je vais refaire... D'abord, je vais enregistrer pour la captation pour France 3, seul avec vous, parce que j'ai pas fait. Parce que je suis tombé malade juste avant la captation. Avec des soucis de santé, ouais. Ou c'était de vous à moi. La captation, c'est qu'on enregistre en fait en vidéo le spectacle, on met les caméras à jour-là. Pour diffusion. Et puis j'aimerais vraiment faire sur scène mon livre. Avec le temps. Avec le temps ? Oui. Qu'est-ce que tu voudrais faire sur scène avec le livre ? Raconter ce que c'est que la célébrité, raconter ce que j'ai raconté. Mon rêve, c'est de faire à peu près 40 à 45 minutes pour parler aux gens de moi, de la célébrité, qu'est-ce que c'est, etc. Et après, de leur demander à eux de me poser toutes les questions qu'ils veulent. Parlez-moi de Lino Ventura, d'accord. Parlez-moi de Delon, parlez-moi de Stallone, parlez-moi de Nicolas Sarkozy, parlez-moi de Funès, parlez-moi de Bourvil, parlez-moi de Claude François. Ça, j'aimerais bien que ce soit eux qui me posent des questions. Si tu pouvais dîner avec quelqu'un ce soir, oui. Même qui est décédé, oui. Tu dînerais avec qui ? Quelqu'un qui est décédé ? Oui. Ce soir ? Oui. Mon frère. Mon frère Jean, évidemment. Il est décédé en 2003 ? Oui, il y a 22, 23 ans. Et je continue à aller déjeuner dans un restaurant à sa place, où on allait tous les deux. Je vais régulièrement dans un restaurant parce que c'est là que j'allais avec lui. À la même table. Ah, et tu vas tout seul ? Non, j'y vais... De temps en temps, j'y vais avec beaucoup d'amis que j'aime bien. S'il y a un déjeuner qui me plaît bien, que j'attends régulièrement avec beaucoup d'impatience, c'est que je déjeune avec ma présidente le jour de mon anniversaire tous les ans. Tous les 12 septembre. Dans ce restaurant, à la table de mon frère. Incroyable. Tu étais très proche de ton frère ? Très. Tu le disais, David, tout à l'heure. Vous n'avez jamais travaillé ensemble après... Et notre rêve, c'est de travailler ensemble. Et quand il est mort, j'avais un projet pour lui, et il est mort ce week-end-là. Ah non, c'est une vraie tragédie, mon frère. Mais bon... Tu voulais faire quoi avec lui ? On voulait s'associer pour faire conseiller en communication, les 2 frères ensemble, Drucker et Drucker. Voilà. Il t'aurait reçu dans ton bureau, il t'aurait trouvé du financement pour les gens. Mais... oui, c'est avec lui que j'aurais dîné. J'aurais dîné avec mes parents, bien sûr. C'est quoi tes 5 meilleures minutes de vie pour terminer ? Les 5 minutes, c'est quand le professeur Agege m'a dit « Vous pouvez rentrer chez vous. Vous revenez me voir, mais à mon avis, vous êtes parti pour longtemps. » Ça, les 5 minutes où j'ai quitté l'hôpital après des années et où j'ai fait un pot avec les infirmières, les cardios, les anesthésistes, tout ça, les brancardiers. Et ça, c'est... Le jour où j'ai su que j'allais reprendre ce métier en vie et que j'aurais pas de déficit intellectuel, que j'aurais ma mémoire et que je me remettrais et que je continuerais ça. Tu as appelé ta femme tout de suite quand tu t'es réveillé ? Oui, et puis surtout, ça a été suivi d'autres 5 minutes formidables. C'est que mon entrée sur le plateau Vivement Dimanche, après le générique,
avec tous les humoristes qui étaient venus, et j'étais encore en pas bon état. Mais voilà, les 5 minutes, c'est quand j'ai repris mon métier, quoi. C'est-à-dire, je retrouvais ma drogue. À quel moment tu t'es dit dans ta vie, j'ai choisi la bonne à propos de ta femme, est-ce qu'à un moment tu t'es dit, voilà pourquoi c'était elle? Ça s'explique pas, ça. L'intuition. Intuition immédiate. J'avais travaillé avec elle 2-3 jours sur un plateau de télévision pour une émission avec Le Cœur, avec Claude François. Voilà, j'avais raccompagné, j'avais bavardé un petit peu avec elle. Et puis, on avait tourné 8 jours ensemble. Et en 4 jours, j'ai su qu'elle pourrait me supporter. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour finir? Vivement dimanche, c'est bon. Non, c'est une phrase que je répète tous les jours. C'est une phrase de Lelouch. Hein. Les plus belles années d'une vie sont celles qu'on n'a pas encore vécues. Alors j'ai dit, vive, hein, vive demain, vive légende et vivement dimanche. Merci Michel d'être venu. Merci à toi, Guillaume. C'est chouette de te recevoir, c'est incroyable. Je rappelle, je mets ton livre, hein, si vous voulez prendre le livre de Michel directement, je mets en lien sous la vidéo, donc dans la description, vous pouvez directement cliquer pour commander. C'est chez Albin Michel, il s'appelle Avec le temps. Il y a un podcast audio aussi sur Spotify, Deezer, Apple Podcast et Amazon Podcast. Merci de faire de Légende le premier podcast de France. Merci d'être si nombreux. Merci, vous êtes 150 000 à vous abonner chaque mois en plus sur notre chaîne YouTube. Donc merci beaucoup d'être si nombreux. Merci à toi Michel d'être venu. Merci et merci à ton équipe. Exactement. À ta Dream Team. Exactement. Merci à toute l'équipe d'avoir préparé l'émission avec moi, on l'a préparé tous ensemble. Astrid, Louis qui ont préparé et écrit aussi l'émission, puis à toute l'équipe évidemment, comme d'habitude. On se retrouve tous les mercredis, vendredis et dimanches sur Légende. À bientôt tout le monde.